l'université, les gens sont contents pour l'autre de leur succès, mais jaloux de succès, ou n'aiment pas les gens qui sont devant la caméra. Il y a une affaire commune dans tout ce qu'on dit. Investir, peu importe comment tu le fais, tu investis en bourse, en immobilier, dans tes amis, dans ton temps. Partout où tu vas avoir mis du temps, il va y avoir un espèce de payback à un moment donné. Puis chaque choix que tu fais, il y a un coup de renonciation. Toi, tu as l'infini devant toi. Puisque moi, ce que je dis, il va y avoir des conseils financiers dans la vie, va voir les gens qui gagnent le moins, comment ils s'arrangent. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est des vrais gens qui gèrent vraiment leur budget. Pierre-Yves McSween, bienvenue sur le Startup Podcast. Tu es chroniqueur économique à la radio, animateur de l'émission L'Enquête McSween à Télé-Québec, auteur de 3 livres, En as-tu vraiment besoin, Liberté 45 et La facture amoureuse. Aussi. En bref, tu es un peu la référence en termes de conseils financiers au Québec. Puis, on se sent vraiment chanceux de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être ici puis d'avoir pris de ton temps. On apprécie énormément. On est des grandes fans de tes livres. Ouais. Là, tu l'as vu tantôt, on les a sur la table, on les a lus. Moi, Liberté 45, plus particulièrement, m'a vraiment marqué. Je l'ai lu très jeune, puis ça a été comme... je veux pas dire que ça a changé ma vie, parce qu'à l'âge que j'avais pas grand-chose à changer, mais ça a été comme l'envol de, OK, comprendre, tu sais, comment l'argent, ça marche un peu, puis mes objectifs à 20 ans, à 30 ans, puis je me souviens, je me sentais tellement bien, parce qu'à ce moment-là, j'avais même pas encore 20 ans, puis je me disais, hey, je suis d'avance, là, j'ai déjà commencé, là, puis je trouvais ça vraiment hot, fait que, puis Cam aussi. Ouais, moi, c'est En as-tu vraiment besoin? C'est le livre que j'ai lu. Il était dans mon auto tout le temps quand j'ai acheté mon entreprise, parce que j'avais pas de mise de fonds, puis j'ai eu l'opportunité de l'acheter. T'as acheté la clientèle? Non, ouais, le fonds de commerce, finalement. Okay. Tu sais, dans le fond, on a fait les profits x 5 ans, puis ça égalait à la même chose que les immobilisations pour l'inventaire. Fait que ça a été assez facile, mais j'avais pas de mise de fonds. Donc, j'avais 1 an pour ramasser 20 000 $. Quand même. Fait que je me suis mis à lire ça, mettre le petit par-dessus pour ma carte de débit, puis avoir un budget super serré, puis à travailler 100 heures par semaine pendant 1 an pour acheter... Finalement. C'était-tu protégé dans le sens que est-ce que tu avais l'option sur le commerce ou tu peux te faire prendre par quelqu'un d'autre l'opportunité? Je pense que j'aurais pu me faire prendre l'opportunité. Par contre, un salon de coiffeur, faire financer ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je vois pas qui aurait eu les reins assez solides externes qui aurait pu arriver puis dire Camille, je te bombe puis je rachète ça puis ça va être facile, là, tu sais. Oui, il faut connaître l'équipe interne souvent. Exact. Tu sais, puis même quand tu connais l'équipe interne, c'est genre vraiment difficile. Là. Est-ce qu'il y a un jeu de mots dans le nom? Tu sais, des fois, il y a ça. Ben, en fait, l'ancienne propriétaire, c'est Karine avec un K. Donc, c'est euphorique avec un K. Okay. Puis, moi, j'aime le nom parce que euphorique, ça me représente quand même bien. Là, je suis une personne assez de nature pétillante et euphorique. Donc, j'ai c'est pas la mèche courte ou... Non. Il n'y a pas de jeu de mots de coiffure, là. Non, en fait, euphorique, c'est un beau nom qui a perduré dans le temps. Oui, quand même. Ça fait quand même 13 ans que le salon existe. 18 ans. 18 ans. Hey, c'est fou. On est majeurs. Wow. Tabarouette. Wow. Fait que voilà, bref, on est des grandes fans de toi. Merci, mon Dieu. Puis aujourd'hui, bien évidemment, on va parler des quelques petits conseils financiers, mais tout d'abord, on aimerait un peu retourner dans les débuts de ta carrière. Tu sais, comment le Pierre-Yves McSween qu'on connaît aujourd'hui est devenu Pierre-Yves McSween? Ouais, comment la personne est devenue le personnage. C'est loin. Commençons par le début sur, tu sais, tu as les conseils financiers puis tu as la vulgarisation. Puis moi, je fais la nuance importante parce que le conseil financier, par exemple, ton conseiller en épargne collective prend les assurances, regarde ton profil d'investisseur, te donne des conseils personnalisés sur qu'est-ce que tu dois acheter comme placement ou investir. Donc, ça, c'est un conseil vraiment direct. Moi, c'est l'univers financier que je vulgarise. Donc, tu sais, je ne veux pas faire le travail de conseiller de quelconque façon ou de planificateur financier ou de conseiller en gestion de patrimoine. Je veux vraiment être juste quelqu'un qui vulgarise. Voici les règles du jeu dans l'univers dans lequel on vit. Puis maintenant, faites votre chemin là-dedans en fonction de vos choix. Tu sais, toi qui es en coiffure, puis toi qui es dans un autre domaine éventuellement, bien, ça fait en sorte que vous n'appliquez pas les choses de la même façon, mais vous travaillez dans les mêmes règles du jeu. Oui. Donc, tout ça est né de j'étais étudiant au secondaire, puis moi, j'écrivais dans le journal étudiant. Tu sais, je faisais du journalisme. Là. Mais, très rationnel, je voulais gagner ma vie de façon décente. Alors, j'avais... moi, il fallait que je m'enligne dans quelque chose qui ne fermait pas de porte. Donc, ingénieur, tu sais, des choses comme ça. Donc, moi, je suis devenu ingénieur. Okay. En fait, je ne me suis pas devenu, parce qu'il faut que je recule. J'ai étudié en ingénierie 1 an, puis à un moment donné, c'est pas ma place. Okay, je suis sorti de là, j'étais allé à HEC, qui était mon 2e choix à l'époque. Puis quand je suis rentré à HEC, j'ai dit, j'étais allé voir des équivalences de cours complémentaires, puis ils m'ont dit, qu'est-ce que tu peux faire comme cours que tu peux faire créditer? Elle me dit, si tu veux devenir comptable, il y a trop de cours dans le programme, ça sert à rien. Je dis, madame, il y a 0,000 chance que je devienne comptable.
Je vais aller en finance, je vais aller mais pas comptable. Bon, la vie te fait tout le temps une jambette. Finalement, c'était l'affaire qui était le plus logique pour moi parce qu'on comprenait tout le système financier, le système des normes comptables. Donc, je suis allé là. Donc, disons que je suis comptable, je fais mes études, je rentre chez Ernst & Young comme travailleur, je fais mon stage, je deviens stagiaire d'enseignement. Et quand je suis stagiaire d'enseignement, je dis « Ah bien donc, c'est juste 40 heures par semaine de travail. Je vais aller faire autre chose en même temps. » Et donc, je suis allé m'inscrire à l'Université de Montréal en journalisme parce qu'à l'UQAM, c'est un bac qu'on remplit à moitié avec d'autres types de cours. Et à l'Université de Montréal, on dit « Va faire une majeure en autre chose. » Moi, j'étais déjà CPA, j'avais un bac et un DSS. Et je suis allé faire ça après. Donc, pendant 2 ans, j'ai passé ma vie à étudier en journalisme et travailler chez Ernst & Young le soir. Et j'avais été stagiaire d'enseignement avant. Puis, de 2004 à 2006, en travaillant, j'ai fait mon diplôme en journalisme. Ça reste là. Bien tranquille. Tu as fait un bac, un certificat en journalisme? Non, j'ai fait un bac en comptabilité, en gestion. En fait, un bac en administration des affaires, option comptabilité, comme toi, tu vas faire entrepreneuriat. Après ça, j'ai fait un DESS en comptabilité publique. J'avais fait 1 an à Polytechnique. J'ai fait un certificat en journalisme de 2004 à 2006. Pendant que je travaillais aussi, de 2007 à 2009, j'ai fait mon MBA. J'ai commencé un doctorat en 2010, je pense, que j'ai arrêté très tôt. Mais tout ça étant dit que j'ai toutes ces études-là. Je travaille comme comptable dans les firmes comptables. Je rentre à la Banque Laurentienne, je deviens consultant. Et le goût d'écrire est là, mais je laisse ça, là, des années passées. Puis vers 2010, j'envoie demander j'étais dans un restaurant. Et il y a une serveuse un soir, avec des amis, qui nous challenge sur notre vie. Je sais pas trop, elle dit regardez-moi, je fraude un peu l'impôt, c'est pour ça que je fais de l'argent. Puis c'est venu me chercher. En tant que CPA. C'est ça. Donc, le lendemain, j'ai écrit un article de journal que j'ai envoyé à la presse. Une lettre d'opinion d'à peu près 2-3 000 mots. Mais moi, je ne savais pas qu'à l'époque, une lettre d'opinion de 2-3 000 mots, ça ne sera jamais publié. Mais 1 mois plus tard, je reçois un courriel de l'adjoint du rédacteur en chef qui me dit « On voudrait publier votre texte, mais il faudrait le cruncher un peu. Pouvez-vous ramener ça à 500-600 mots? » Oh boy. Ça, c'est un apprentissage. 2-3 mots. Je sais maintenant que pour être publié dans la presse, il faut publier 500-600 mots. Good. Ramène ça à 500 mots, c'est publié. Je fais des entrevues à Canal Argent, Jean-Luc Mongrain. Ça reste là. Puis après ça, il y a eu des opportunités de commenter dans les médias, puis d'écrire dans les médias tranquillement. Mais tout ça était anecdotique. C'était un sideline. C'était même pas payant. Puis un jour, on a commencé à vraiment m'offrir d'autres opportunités. Puis j'y allais. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire de la radio le samedi matin à Radio-Canada. Chronique économique entre 8 et 9 heures le samedi matin. C'était comme apprendre. J'avais aussi fait des chroniques économiques avec le sport à 10h30 le soir. Donc, je faisais mon chiffre de jour comme consultant, comme travailleur au siège social d'une banque. J'enseignais à HEC Montréal de 7 à 10 heures le soir. Et à 22h30, j'allais faire de la radio à Radio-Canada en direct. Donc, je partais du centre-ville, j'allais à l'Université de Montréal, puis je finissais à Radio-Canada, puis j'allais me coucher. Quand tu faisais ça, est-ce que tu étais en mode, là, comme on dirait aujourd'hui, le hustle, genre un grind? T'avais-tu un objectif ou tu étais juste passionné par ce que tu faisais? Puis... J'étais en mode... Il n'y a rien qui se fait pour rien, on apprend dans tout. Je fais des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Mais au total, je me bâtis une vie hybride. Okay. Donc, j'enseignais, mais j'étais surtout dans le jour travailleur autonome, consultant. Et le soir, je faisais des cours de djembé. J'avais fait des cours, une moment donné, de barman. J'ai mis mon cours de barman. J'ai jamais travaillé dans les bars, mais j'ai mon cours de barman. Je sais faire des cocktails. OK. J'ai fait des cours à l'école de l'humour quand je disais ça, le monde. Je n'ai pas fait l'école de l'humour, je fais des ateliers. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, je développais la capacité de parler devant le public avec les cours. J'étais très fort techniquement au travail. Et puis, le soir, j'allais faire de la radio et apprendre à parler devant un micro, devant un animateur. Oui. Je faisais ça, mais bon an, mal an. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité de faire ça le samedi matin. Puis, à un moment donné, Paul Arcand m'a appelé. Je peux dire que c'est là ça a changé. Là. Ben oui, parce que rendu là, j'enseignais, je travaillais, mais pour moi, les médias, c'était comme 20 à 30 % de ma vie, maximum. Puis là, je suis passé d'un modèle de 20 à 30 % à il faut que tu mettes ta carrière sur pause pour faire ça. Tu game. Puis là, c'est la fin de semaine de ma vie. Mais quand même, ça, c'est un game changer. Puis t'étais où dans ta vie à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà les enfants, la famille, ou t'étais encore... Attends, ça, c'était en 2015. Oui, parce que j'avais... Excuse-moi, tu sais, j'en saute des bouts, j'en ai vécu beaucoup.
quand je suis rentré à la radio, j'avais décroché du doctorat. Oui. Et j'ai décroché. J'aime ça dire ça, je suis un rapport. J'avais décroché du doctorat et j'avais commencé à enseigner à temps plein à l'université. Mais comme j'avais lâché le doctorat, je lâchais comme prof d'université. Là, j'étais retourné consultant 2-3 mois, puis mon ami m'avait appelé pour dire « Hey, on a un poste de prof, ça te tente-tu? » Au cégep en attendant. Fait que je suis resté au cégep de 2011 à 2000 quelques années, parce que j'étais en sans solde éventuellement, mais je te dirais que c'est 2015 que j'ai commencé à faire plus de médias, mais j'ai commencé vraiment en 2010, je te dirais. OK. Intéressant. Je vais te laisser prendre ta gorgée, là, mais j'ai une question, moi, qui me brûle les lèvres parce que, tu sais, là, tu fais tout ça, puis, par exemple, on sent que t'as de l'ambition pour les gens. Tu as de l'ambition pour le monde. Tu sais, tu voulais enseigner. Là, tu crées des livres qui sont quand même pour monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, qui sont faciles à lire. Tu aimes ça vulgariser. C'est quoi ton moteur derrière ça? Est-ce que tu as un but précis ou quoi que ce soit? C'est quoi qui te drive? C'est tout le temps me retrouver peut-être dans la vie où on ne m'attendait pas. Tu sais, si tu me prends au bac, là, quand je suis à ta place, puis là, je suis au bac, puis là, tout d'un coup, tu es comptable. Oui. C'est quoi les chances qu'un comptable devienne chroniqueur, devienne auteur de livres, devienne animateur télé, Moi, j'ai une personnalité qui pouvait faire beaucoup de choses, puis je me suis contraint longtemps à faire les choses pour être sécurisé, pour être créer une vraie valeur. Tu sais, je le dis pas pour rien, je l'ai fait. Mais à partir du moment où je n'ai eu une, je me suis dit, j'ai le droit d'avoir du plaisir un peu maintenant. Tandis qu'il y a plein de monde avec qui je suis allé à l'école, qu'eux pensaient au plaisir avant, puis à se créer une valeur après, mais il était trop tard. Donc, tu vois, quand j'ai eu mon diplôme de journaliste, je me suis dit, tiens, la meilleure voie pour moi, c'est pas de devenir chroniqueur culturel. C'est de faire ça, c'est pour ça, en fait. Intéressant. Puis là, justement, ça, on se ramène à l'opportunité d'écrire un premier livre. Là, tu as dit ça s'est présenté avec Paul Arcand un peu. Ouais, en fait, c'est que Paul Arcand, à un moment donné, avant qu'il se présente, je fais la chronique avec lui, mais il y a quelqu'un des presses de l'Université du Québec qui m'a offert d'écrire un livre. Je vais en parler à un moment donné, mais j'avais reporté le projet. Après ça, il y a un autre éditeur qui m'a appelé pour dire « Ah, tu pourrais faire un livre, c'est évident. » Ben oui. Mais j'avais une idée dans ma tête, mais pas comme lui la voyait. J'attendais de trouver une idée, tu sais, un angle. Un matin, Paul Arcand me dit on a créé une espèce de personnage où je compte toutes les scènes. On s'entend, c'est un personnage, c'est drôle. Puis là, il me dit tout ça va être écrit dans ton livre, en as-tu vraiment besoin? Ça s'est vraiment passé comme ça, live à la radio. Et là, j'ai dit et là, quand il a dit ça, je disais excellent. C'est ça. Puis j'ai dit oui, Paul, et tu vas faire ma préface. Il dit ça va me faire plaisir. Ça, c'est une blague. J'ai réécrit après, je dis... C'est une blague sous mes yeux. J'ai réécrit après, je dis Paul, c'est une blague, mais t'es-tu game? Dans sa grande générosité, il a dit oui, donc il l'a fait. Et c'était l'angle qui manquait au chapitre. J'avais ce livre-là en tête, qui était à peu près la moitié de l'épaisseur dans ce que j'avais en tête, puis la moitié des chapitres. Et j'avais pas l'angle. L'angle, c'est juste une idée de dire, as-tu besoin? Oui, non. C'est juste une façon de dire différemment un livre sur les finances personnelles. C'est ça. Et c'est ça qui s'est passé. Je l'ai écrit en quelques mois, il était dans ma tête, tu sais. Et j'étais allé dîner avec un éditeur, puis il y a un gars qui s'appelle Jean Paré qui gérait la boîte, tu sais. Et c'est à cause que quand j'étais à l'université, il y avait le gestionnaire des activités étudiantes qui était à la coop à l'époque, qui dit, si tu veux publier un livre, parle à mon ami Jean avant. Je dis, OK, je vais y aller par courtoisie, tu sais. Je m'attendais à... Je disais tout le temps, un vieux bonhomme moustachu, boomer, je sais pas. Il t'inspirait pas ta confiance, là. Je le rencontre, le gars, il est cote, il vient de se casser la clavicule parce qu'il fait du vélo. Et là, on fait un dîner avec une dame avec qui il travaille, qui s'appelle encore Élise. On a ouvert le restaurant, puis on a fermé le restaurant de l'heure du midi. Puis je dis, ouais, c'est bien beau, signer un contrat, mais il faut que je l'écrive, le livre. Il dit, envoie-moi un chapitre, on va regarder. Finalement, j'en ai envoyé 3, puis le reste, c'est l'histoire, là. Fait que... C'est ça. C'est ça qui est arrivé. C'est fou, puis là, peut-être que je me trompe, tu me corrigeras, mais j'ai lu quelque part que tu aurais dit que ton ambition, c'était de vendre 10 000 livres ou quelque chose comme ça. C'était beaucoup. C'était beaucoup. Finalement, comment, justement, ça a pris son envol? Est-ce que ça a été un succès rapide? Ça a pris une journée. C'est que j'en ai tellement parlé. C'est drôle, hein, tu travailles sur un livre pendant des mois, puis tu l'écris, puis tu le corriges. Puis là, le 24 juin, je me souviens... Le 24 juin, j'ai corrigé la dernière épreuve avec l'éditrice. On est le 24 juin, c'est férié, puis on travaille. J'envoie ça, elle dit OK, ça part aux presses. La première fois que tu en écris un, c'est très stressant. Tu te dis, mon Dieu, tout le monde va me critiquer. T'sais. Et donc, ça part aux presses, puis c'était publié à ma fête au mois de septembre. Fait que là, bon an, mal an, tout
tout ça arrive. La veille que ce soit publié, je dis, qui va acheter ça? T'sais? Qui va Tout lire ça? monde. T'as le doute. Le doute, c'est un bon signe d'intelligence dans la vie, tu sais. Je dis, OK. Et là, on a imprimé quelques milliers, tu sais, et je dis à l'éditeur, imprime-en pas trop, tout d'un coup, tu perds de l'argent. Et là, un moment donné, il me dit, Pierre-Yves, première semaine, il me dit, Pierre-Yves, on a vendu 38 à Joliette. Je dis, OK. Il dit, Pierre-Yves, 38 livres à Joliette la première semaine d'un livre d'affaires. Il dit, ça n'a aucun sens. Et on est tombé en rupture de stock extrêmement rapidement, puis on a payé sur print tout de suite, puis on a imprimé à coût de, je sais pas moi, 10, 20 000. Je me souviens plus, c'était fou. Écoute, on est vraiment avant Noël, c'était fou. Hey, c'est capoté. Puis tu sais, au Québec, je pense que c'est 3 000 un best-seller pour être 3 000 5 000, dépendant de qui le dit. C'est ça, mais c'est fou, là. Puis toi, tu t'attendais pas à ça du tout. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite comme opportunité? Y a-tu eu un autre moment où il a fallu que tu lâches tout au complet ou tu avais déjà tout lâché à ce moment-là pour Non, moi, j'étais encore prof de cégep à temps partiel, c'est-à-dire que j'avais ma charge pleine, mais je prenais ce qu'on appelle un PVRTT, un programme volontaire de retrait. Donc, je n'étais pas payé, mais j'enseignais un minimum, j'étais payé une fraction de mon salaire annuel, mais j'enseignais un peu. Et j'ai fait ça quelques années, j'ai pris des années sans solde d'une moment donné, mais il fallait que je revienne pour garder mon poste. Hein. Et un moment donné, il y a une direction de cégep, que je salue, qui est arrivée, puis il avait décidé de mettre les profs au poste cette année-là. Mais moi, j'avais un cours dans cette session-là. Il m'avait mis le cours comme à 8h, 8h30 le matin, mais moi, j'enseigne à l'Assomption, puis je travaille à Montréal. C'est impossible. Fait que j'avais dit à mes étudiants, peux-tu commencer le cours à 9? Après, vous avez toute une période libre, puis on va décaler d'1 heure le cours, mais je vais le donner comme ce qu'il faut. Puis, tout le monde est d'accord, mais le directeur de, je sais pas de quoi, là, qui avait un nouveau poste, il a décidé de faire son point. Puis il dit, non, tu vas être là à l'heure prévue. On ne prend pas de traitement de faveur. J'ai dit, tu vas-tu me forcer à démissionner, là? J'aurais pu me battre avec le syndicat de ça. Puis j'ai dit, OK, ben je démissionne. Bye. Ça a pris 10 minutes, j'avais une heure, j'avais une lettre de démission de la direction dans ma boîte de courriel, tu sais. Alors, cette direction-là avait une infopub de leur cégep gratuite avec moi. J'étais le chroniqueur économique qui enseignait dans leur cégep. C'était écrit en arrière. Wow. Était-tu écrit à l'époque? Ça, c'est là. Oui. Professeur d'administration au cégep régional de Lanaudière à l'Assomption. Hey, mais c'est vraiment une belle pub, là. Hein? Puis, c'est plus là. Parce qu'il y a des gestionnaires d'établissements qui ont manqué de vision. Je les salue à chaque fois que je fais des choses comme ça pour les taquiner un petit peu. Non, mais c'est cocasse, mais, tu sais, puis c'est une petite mini parenthèse, là, mais il y en a quand même beaucoup des profs, que ce soit à l'université ou au cégep, tu sais, qui écrivent des livres, là, quand même. Eux, ils doivent être, ben, je sais pas s'ils sont habitués de faire face à ça, mais justement, ils ont peut-être, mais si à ce moment-là, ils étaient conscients du succès déjà, en as-tu vraiment besoin à oui. OK. Il faut dire que l'environnement... C'est pas comme croire en toi, là. Tu sais, l'environnement professoral à l'université au cégep, il y a un côté collégial, mais il y a un côté où, moi, les gens de mon département étaient vraiment le fun avec moi, puis ils appréciaient, puis c'était des bonnes personnes. Ben, c'était encore des bonnes personnes, c'est des amis. Mais au niveau de la direction, au niveau de d'autres départements, ça peut créer des frictions, surtout à l'université. À l'université, les gens sont contents pour l'autre de leur succès, mais jaloux de succès, ou n'aiment pas les gens qui sont devant la caméra, puis qu'eux jugent qu'ils n'ont pas la connaissance, qu'ils n'ont pas la prestige qu'ils devraient avoir. Ça devrait être par mérite. Donc, dans leur tête, eux, c'est pas les gens qui savent se vendre ou qui savent vulgariser. C'est qui mérite d'être là, tu comprends? Et tout le monde pense qu'il mérite plus d'être là qu'un autre. Et le milieu universitaire, professoral puis collégial peut être parfois un peu toxique à ce niveau-là. J'en fais pas une vendetta, je m'en fous vraiment. Mais comme observateur externe puis interne, disons que il y a certains profs qui sont mieux en classe qu'à l'extérieur de la classe. Ouais, c'est clair. Mais donc, comme n'importe quel humain, mais comme toi au travail, tu sais, tu peux avoir tes moments faciles, difficiles, mais c'est des humains, puis là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, ça a été... oui, je ne suis plus enseignant au Cégep régional de l'Assomption, simplement parce qu'il y a un membre de la direction qui a voulu faire son point, puis j'ai dit, j'en ai pas besoin de ta job. J'aurais pu me battre, puis la garder. Puis... Mais j'ai dit, sais-tu quoi, c'était peut-être un moment où justement, il faut que je fasse un choix, puis il m'a forcé à le faire. Puis merci. T'sais, je m'ennuie pas de ta paye, mais je m'ennuie de mes collègues, puis je m'ennuie de cette opportunité-là de pouvoir revenir puis d'enseigner. Puis, ça nourrit beaucoup aussi de parler à des étudiants. Un étudiant, c'est plein d'espoir. Ouais. Ça voit en avant comme si tout était possible. C'est le dernier moment de ta vie que tu penses que tout ce qui est en avant, c'est l'univers des possibles. Parce qu'après, ton univers se referme tranquillement et tu fais des choix qui limitent ta vie après. Puis, tu sais, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu vives des choses.
Mais quand tu finis l'école, tu as l'impression que ça va être toi qui va déterminer la finalité de ton ambition. C'est vrai. Oh mon Dieu, je trouve tellement qu'il y a une dualité en toi de justement le côté très terre-à-terre, très tu te fermes des portes quand tu vieillis, puis tout ça, puis tu sais, quasiment sombre dans l'avenir et tout. Mais je m'en suis jamais fermé, as-tu remarqué? Non, mais c'est ça. C'est comment, y a-tu quelque chose qui a fait un déclic à un moment donné? Parce que, crime, en pensant, tout ce que tu viens de nommer là, on pourrait penser que tu serais resté dans un cadre toute ta vie puis que tu n'aurais jamais brisé le cadre. Tu sais, comment tu as réussi à vaincre ça, puis tout le côté plus artiste, je veux dire, tu as fait des cours de djembé, là. Y a-tu quoi qui fait moins comptable que ça? Ça veut pas dire que tu as du talent, par exemple. Les cours de djembé, c'est juste que tu as envie de faire autre chose. C'est ça. Je te dirais que ça a 26 ans. Mon ami Paul-Antoine, qui est le co-auteur du livre, qui était mon collègue au cégep de la Naudière, qui est comptable avec moi chez Ernst & Young, on s'est suivis. J'étais consultant à Laurentienne, il était là aussi. On s'est vraiment suivis comme un couple d'amoureux, mais qui ne couchent pas ensemble. La facture amoureuse est née. La facture amoureuse, c'est avec lui. Et il était dans les autres livres aussi parce qu'il révisait mon travail. Okay. Quand j'avais besoin de bouncing wall, quelqu'un qui me challenge, c'était lui. D'ailleurs, il est remercié dans chacun des livres. Et un moment donné, je suis chez Ernst & Young et lui est déjà parti à la Banque Laurentienne. Il dit, on a besoin de consultants. Puis il dit, on a une opportunité là, c'est à prendre. Là. Puis il m'appelle. Puis je suis au bureau. Et à ce moment-là, je suis passé de salarié à travail autonome, de quelqu'un qui a une paye fixe à quelqu'un qui a une paye à l'heure. Je suis passé de quelqu'un qui faisait un salaire à quelqu'un qui a doublé son salaire en 1 an pour 1 an ou 2. Ça m'a créé la mise de fonds que toi, tu as accumulée en travaillant fort. Moi, ça a créé mon coussin qui m'a permis de dire, OK, être travailleur autonome, finalement, c'est pas si dangereux que ça. Ouais. Et c'est à partir de là que j'ai accepté de vivre un peu de... Et quand j'ai fait un peu plus d'argent dans ma vie, ça m'a donné, avec un mode de vie qui était quand même raisonnable, mais ça m'a donné l'ambition de faire des choses. Très cool, vraiment. Puis là, si on fait un petit fast-forward de en as-tu vraiment besoin à, tu sais, les livres qui sont maintenant un petit peu plus récents, là, Liberté 45, La facture amoureuse qui est sortie il y a quelques années déjà, mais... Oui, ça fait déjà, on va être en début 2004, là on est 2024, là, on est en 2016. C'est sorti en 2004 ou non? 2016, non, 2016, je veux dire, demain, okay, j'ai fait une erreur commande, j'ai dit, moi, je suis en 2024, là. Ouais. Puis là, c'était en 2016 que c'est sorti, donc puis j'ai commencé à travailler là-dessus en 2015. Là. Ça fait presque ça fait 8-9 ans que ce livre-là est dans les pipelines, donc ça change une vie, tu sais. Ben c'est clair. Fait que tu sais, aujourd'hui, justement, tu as écrit ces livres-là. Est-ce que c'est rendu plutôt naturel pour toi? Tu sais, est-ce qu'en ce moment, tu travailles sur des futurs livres? Comment tu vois un peu tes futurs projets dans le domaine de... Ça, c'était vraiment une trilogie de... Une trilogie, ça. C'était vraiment tes coûts, comme basé tes revenus, puis toute la gestion de ton actif puis de la vie amoureuse qui est vraiment complexe, tu sais. Ça, c'est terminé. Maintenant, il y a des choses qui peuvent arriver après qui sont des sujets connexes. Surtout, c'est l'IAP qui est rentré, qui n'est pas traité parce que ça n'existait pas. Il y a la façon de gérer ses actifs aussi qui n'est pas là-dedans. La façon de voir l'argent à travers le temps. Donc, il y a une suite qui s'en vient. Il y a une suite qui s'en vient. Qui n'est pas nécessairement une suite, mais qui est un 4e, qui va être probablement encore une couleur unique parce que c'est ma signature. Ben oui. J'aime ça, c'est vraiment très minimaliste. Tu sais, quand j'ai fait ça, les gens dans un libraire très connu m'ont dit « ça ne marchera jamais ». Quand j'ai fait ça, ils m'ont dit « tu peux pas écrire Liberté 45 ». 45, c'est la limite. La facture amoureuse, ça va échapper le monde. Ben c'est ça, je fais à ma tête. Ben voilà, puis tu sais, tu as quand même soulevé un bon point. Par rapport au fait que, mettre les livres à jour, tout ça, comment ça fonctionne? Parce que, justement, j'ai lu Liberté 45 il y a quelques années. À ce moment-là, toutes les données dataient de, tu sais, c'était la pandémie, ça. Est-ce que tu dois mettre ces choses-là à jour? Est-ce que ça continue de... Tu sais, comment tu te sens face à ça? Moi, je viens du milieu universitaire où j'ai vu des gens mettre à jour des ouvrages annuellement, qui est un modèle d'affaires complètement fou. Il y a des choses là-dedans qui sont... les principes sont encore bons. Les données relatives sont encore bonnes. C'est juste que quand je te parle du taux d'impôt à 37,12, il est rendu peut-être à 36,12. Donc, pas tout de suite. Mais peut-être que... Puis le public marginal n'est pas là non plus. Il faut que tu regardes. Ça vaut-il la peine que je mette à jour version 2024 pour aller chercher 1000 personnes de plus? Non. Mais à un moment donné, je vais mettre à jour simplement. Peut-être qu'un jour, je vais faire une trilogie de livres mis à jour, puis ça va être un bundle, puis tu sais, ça va être l'édition 2025, peu importe. Mais non. C'est pas quelque chose qui... Je préfère, moi, justement, amener du nouveau contenu dans un nouveau livre puis dire, t'as lu celui-là, quand tu lis celui-là, tu t'en viens dans la ligne. Ouais, vraiment. Puis là, je sais pas si je te mets on the spot en disant ça, mais moi, ce qui m'avait marqué dans Liberté 45, c'était une donnée comme quoi, à 20 ans, $1 équivaut $7 à
60, exactement. C'est une donnée, justement, qui aurait beaucoup changé depuis les années? Non, parce que la base, je pense, j'avais mis 5 de rendement. Puis c'était juste une donnée relative. C'est pas que ça vaut 7, ça peut valoir 7,20, 6,80. C'était pour dire, l'argent dans le temps a une valeur. Si on oublie l'inflation qui est vraiment explosée depuis ce temps-là, donc il faudrait faire du rendement supplémentaire à l'inflation, mais quand tu dépenses à 20 ans, tu n'as pas le même droit que plus tard. C'est ça que je voulais souligner, puis le mettre dans une grille inventée par moi. Je trouvais ça très drôle de dire, tu vois, moi, à 45, 44, tu sais, t'es rendu à 2 piastres de 60. Donc, t'es rendu mature, t'as de l'argent, tu peux dépenser. Mais à 20, tu canardes ta vie future, tu canardes tes opportunités. La preuve, tu l'as dit, il fallait que je ramasse 20 000 pour investir dans mon futur. Oui. Là. Tu sais, là. Bon, mais il fallait que tu l'ailles. Donc, si tu fais des choix, quand je vais m'acheter un beau char, dans 8 ans, ton beau char, il est fini. Mais ta vie, elle n'est pas finie. Donc, c'est ça. À 40 ans, ce qui est le fun, c'est que tu atteins cette espèce de... J'ai dépassé une grosse période d'incertitude. J'ai une certaine stabilité. Tu sais, tu peux dépenser plus. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. En lisant ce livre-là, moi, je me suis aussi sentie comme si ça s'adressait vraiment très bien à moi. Tu sais, j'étais jeune, tu sais. Il y a beaucoup d'exemples qui parlent de la début vingtaine. Il y en a aussi début... tu sais, il y en a jusqu'à 60 ans, là, comme tu viens de dire. Sauf que, tu sais, il y a beaucoup d'exemples de si tu commences à investir à 20 ans, à 30 ans, à 40, blablabla. Est-ce que ton public cible, c'est vraiment comme 20 à 30 ans ou tu dirais que c'est tout le monde puis tu l'adaptes à ton... Bien, c'est sûr que... Liberté 45 te dit le système économique est fait fiscal au Québec pour que tu comprennes que ta vie financière, c'est pas une année. Tu sais, l'erreur des médias, c'est tout le temps ça. Comment voulez-vous qu'un père ou une mère monoparentale arrive avec 60 000 quand tu as 3 enfants? On donne tout le temps une finalité de ton revenu annuel, un moment précis de ta vie puis une situation précise. Alors qu'il n'y a rien qui est plus construit qu'une vie financière, c'est toute une vie. Et donc, j'ai payé ma toiture il y a 2 ans, 20 000 $, pas avec mon courant, avec mon CELI. Pourquoi? Parce que c'est une vie financière. Donc, ça s'adapte à tout le monde, mais ceux qui sont rendus trop vieux pour se faire un modèle de vie parce qu'il est trop tard, ils l'achètent à leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, mon public, c'est bizarre à dire, le public cible a 18 à 35, mais le public acheteur est pris avec des enfants de 18 à 35. Non, ça fait... Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, Mais en fait, moi, ce que je trouve, c'est que plus tu avances en âge, tu sais, plus c'est confrontant, là. Ah, c'est Tu sais, moi, j'ai lu ça, j'étais endettée par-dessus la tête avec ma nouvelle entreprise. J'étais comme... Oui, mais c'est un leverage d'investissement. Oui, c'est sûr. Bien, en coiffure, en tout cas, c'est souvent questionné, là, si c'est un investissement ou pas. Ça dépend de comment tu t'en occupes. Puis je pense que dans le temps, je vais bien faire ça, là. Mais c'est comme n'importe quelle PME. Tu sais, tu bâtis ta marque. Là, les gens, je veux me faire couper les cheveux, éclectique, je vais les appeler. Mais il faut que tu crées la marque avant. Exact. Ça prend un local pour accueillir. Oui. C'est sûr que tu peux faire de la coiffure dans le sous-sol de ta tante Ginette, avoir un lavabo, un miroir, mais ça fait que ton modèle d'affaires, ton client ne veut pas payer 100$ par coupe de cheveux, il veut payer 12$. Exact. Tu es pris dans un modèle de low cost, puis un client qui ne veut pas payer la valeur. Oui. Toi, c'est de vendre la valeur de ce que tu offres, c'est-à-dire un environnement, des gens à jour, des gens qui connaissent les nouvelles tendances, qui connaissent l'impact d'une nouvelle façon de colorer les cheveux, tout ça. Donc, tu sais, ça a une valeur qui n'est pas nécessairement juste le service de le faire, mais de comprendre qu'un cheveu frisé comme le mien, ça ne se traite pas comme un cheveu raide. 100%, là. Les cheveux frisés, mon Dieu, il faut tellement avoir une bonne formation pour les couper, là. Puis, c'est drôle parce que toi, tu as de l'expérience avec tes cheveux frisés. Je sais pas si tu aurais la même vision peut-être de notre domaine si tu avais des cheveux super faciles et tout. Bien, souvent, les gars qui ont un cheveu raide, ils ont l'impression que ça prend un clipper, un ciseau, puis 15 minutes plus tard, je peux retourner chez nous, mais ça dépend de la coupe que tu tiens aussi. Mais moi, c'est parce que j'ai des cheveux tellement bizarres
que semi-raide, semi-curly, quand ils sont propres, ils sont comme un touf-touf. Quand ils sont... Moi aussi, Pierre-Yves. Il faut que je les gère. Toi, t'es ready. Hein? Ah ouais, ils sont applaudis, mais moi aussi, toi, j'ai l'œil. C'est ça, en tout cas. Mais bref, je pense que c'est ton niveau de confrontation quand tu lis, t'es où dans ta vie? C'est sûr, parce que moi, je l'ai lu, j'avais 16 ans, c'est comme, tu donnes des exemples, commence à investir à 20 ans. Moi, je me dis, j'ai déjà commencé. T'es en amont, t'as la chance financière de le faire, je comprends. Oui, exactement. Fait que, tandis que si t'es rendu à 25, 30, puis t'es comme, enfants déjà, puis j'ai tout ce retard-là, dans les faits, tu peux pas rattraper le temps. Fait que c'est sûr que c'est confrontant. T'as raison. Le temps, c'est ton allié, puis il y a aussi le contexte socio-économique. C'est pour ça que moi, quand tu me dis, on dirait que tu veux pour les gens, oui, parce que le monde économique est très, très, très injuste. Très injuste. Et je ne peux pas vivre la même facilité qu'une autre personne. Quand j'étais chez Ernst & Young, j'étais avec des enfants de riches. Là. Je veux dire, moi, je débarque de Valleyfield, des classes moyennes, j'arrive là. J'ai pas de dette, pas d'actifs. En fait, j'ai 13 000 d'actifs, 7 000 8 000 de dettes. T'sais. Je suis balancé. Montréal est plein, mais j'ai des dettes d'études autofinancées par la banque. Parce que je n'étais pas éligible au prêt étudiant du gouvernement, mais je devais m'endetter auprès de la banque. Et donc, j'avais un collègue à côté de moi qui avait 100 000 prochains blocs. On n'est pas à la même place. Non. Donc, c'est pas vrai qu'on fait son chemin dans la vie économique puis que c'est facile pour tout le monde. Et ce que je remarque, c'est que les enfants de bourgeois ont tellement un avantage et ils le gaspillent. Ouais. Donc, si mes études m'ont coûté 50 000 $ de ma poche d'étudiant, comment quelqu'un qui vit chez ses parents et qui se fait tout payer peut réussir à ne pas avoir de tremplin? C'est parce qu'il n'y a pas l'urgence, il n'y a pas l'information, il ne comprend pas. Et donc, j'ai fait ça pour qu'il puisse comprendre. 100%. Puis c'est ce que ça crée, moi, je trouve, personnellement. En tout cas, là, moi, dans ma vie, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me confronter un petit peu. Puis lui, j'étais à moitié là. À moitié. Mais en même temps, moi, ce que je dis aux gens, c'est t'es confronté ou pas. S'il y en a un sur 10 qui réfléchit, ça sera 1 sur 10. Puis s'il y en a un sur 10 qui dit c'est juste de la merde, puis on oublie ça, ça me dérange pas. Ouais. Tu as l'information fiscale, tu as l'information financière. Après ça, tu en fais ce que tu veux. Moi, je suis pas là, je suis pas un curé. Hein. Je suis pas en train de dire aux gens le confessionnal, là, tu as péché, tu as des dettes. En fait, j'ai souvent plus d'empathie pour des gens qui ont une situation financière difficile puis mais qui veulent en parler. Qu'il y a quelqu'un qui a une vie normale, mais qui fait rien avec. C'est bizarre à dire. Je ne peux pas dire que j'ai plus d'empathie, mais les gens pensent que je vais les juger, alors que c'est l'inverse. Quand tu m'arrives et tu me parles de tes problèmes, je trouve que c'est une marque de confiance, puis que moi, je leur dis, c'est juste du cash, on peut arranger. Je te ferai pas croire que ça peut s'arranger facilement, mais plus tu prends action tard, pire c'est. Mais il y a moyen de s'en sortir. Mais c'est pas beau. Je peux pas te dire que aujourd'hui, je suis pas mieux placé que quelqu'un qui s'est mal placé. C'est pas vrai. Non, 100%. Si j'arrêtais d'investir aujourd'hui, je pourrais être mieux que quelqu'un qui commencerait aujourd'hui et qui investirait toute sa vie, à partir de 0 à l'âge que j'ai. Mais je pense que tous tes livres sont très objectifs. Fait que, oui, tout le monde fait face à une réalité, puis tu t'y adaptes. Puis... C'est juste que ça, c'est très confrontant, c'est très baveux. Ah, mais celui-là, puis c'est un peu une question que j'avais, là, mais je suis capable de deviner la réponse. Mais tu sais, est-ce que tu considères qu'on devrait appliquer quasiment tout ce qui se trouve dans Notre Grand Besoin? C'est plus un genre de dictionnaire de... Tu sais, la finance, oui, il y a de la fiscalité, il y a des règles financières, il y a de l'économie, mais il y a une règle de base qu'on oublie souvent, puis ces livres-là adoptent quelque chose dont on parle rarement, c'est la finance comportementale. C'est que tu vas jouer dans les biais de l'humain. Et ça, c'était taquiner les biais de l'humain que je te disais. Toi, tu commences dans la vie, tu veux une sacoche de 2000 $. À quel point tu es déconnecté de ce que ça vaut? Et donc, en as-tu vraiment besoin? C'était juste ça. Mais après ça, je te donne un exemple. Les voitures neuves. À l'époque, acheter une voiture usagée, c'était comme ça, c'était pas cher. Aujourd'hui, voiture électrique, peut-être que tu irais pour une neuve de base. Je dirais aux gens, optimalement, tu t'achètes ou tu loues une Bolt. Puis tu laisses tes amis plus riches à 40 ans s'acheter un modèle plus de luxe, tu sais, et il y a tout ça comme enjeu qui existe. Tu sais, la pénurie des voitures n'existait pas à ce moment-là. Là, il y a une pénurie, fait que c'est complètement détraqué comme marché. Ouais. Mais tu peux pas faire des choix qui sont « je me paye tout » sans payer les conséquences. Après ça, dans le livre, c'est écrit « trouve-toi 2-3 places où tu dépenses plus que les autres, mais rationalise ailleurs. » Si tu me dis « moi, Pierre, c'est vraiment important d'avoir une belle sacoche. » Parfait. Mais c'est aussi important pour toi d'aller dans tous les bons restos, d'avoir le plus beau char, de faire les croisières. À un moment donné, il n'y a rien qui se passe, se crée. Là. Tu peux économiser 20 % de ton salaire normalement, 10 à 20 %. Si tu te payes tout, tu n'y arrives pas. Donc ça, c'est pas applique tout ça.
Mais plus tu es jeune, moins tu as les moyens de dépenser, plus tu l'appliques. À mon âge, 100$ de plus ou de moins, on s'en taponne. Mais quand tu as 20 ans, 100$ de plus ou de moins, c'est la partie de l'épargne de ton année peut-être que tu as faite. Vraiment. C'est la différence. Très d'accord, très d'accord. Puis si on passe un peu à la facture amoureuse, qu'est-ce qu'un lecteur ou quelqu'un qui l'a pas lu devrait savoir sur ce livre-là, retenir de la facture amoureuse? Dans la vie, on a chacun nos carrières. Quand on est un couple ou on est célibataire, il y a un prix à être seul, il y a un prix à être à deux, il y a toujours un prix, il y a toujours un coût. C'est la liberté ou le coût financier. C'est protéger les actifs de chacun. Moi, je dis tout le temps aux gens, si tu aimes quelqu'un puis que tu t'engages avec cette personne-là, tu veux pas que cette personne-là se retrouve avec rien. Fait que tu veux être copropriétaire de la maison. Tu veux que si tu meurs, qu'est-ce qui arrive pour tes enfants? Qu'est-ce qui arrive? Si tu te sépares, quand tu signes un contrat de mariage, qu'est-ce que tu signes? C'est drôle, j'ai 3 types de clientèle pour ça. Vas-y. Les gens qui sont en quête d'amour, mais qui veulent comprendre ce que tu demander en mariage implique ou d'être en couple implique. Les gens qui reforment des couples, des monoparentales qui disent si je me reforme, qu'est-ce qui arrive? Des gens qui sont en couple et qui sont pas capables d'avoir une discussion, parce qu'il y a plus que 3 catégories, pas capables d'avoir une discussion avec leur chum et leur blonde d'argent avec une espèce d'autorité morale qui dit lis ça, tu sais, on va en parler après. Parce que la séparation des dépenses, c'est la grosse chicane d'un couple. Et finalement, les gens qui se séparent, beaucoup de gens qui vont l'acheter quand ils se séparent. Pour savoir leurs droits. Tu sais, avant d'appeler un avocat, moi je dis attends, appelle un avocat. Mais qui veulent lire ça en même temps, tu sais. Ouais. Et donc, l'avocat va leur dire beaucoup plus. Là, je peux pas faire un livre de droit. Là. Mais, dans le fond, c'est comprendre que tu peux pas séparer ta vie financière de ta vie amoureuse. Non. Un bon exemple. Tu rencontres l'amour de ta vie à 35 ans. Toi, tu as 6 millions d'actifs. L'autre personne est endettée jusqu'au cou. Tu le sais. Mais quand tu vas être rendu à la retraite, tu sais qu'il faut que tu compenses. L'autre ne peut pas te rattraper. Tu sais, il faut que tu saches, il faut que tu comprennes, il faut que tu protèges l'autre aussi. L'autre ne peut pas être à côté. Ça n'arrivera jamais. Tu ne peux pas demander si tu fais 500 000 par année à ton chum ou ta blonde qui en fait 40 d'à côté ton niveau de dépense. Donc, là-dedans, il y a plein d'affaires. Puis, tu sais, ce que tu vis en vieillissant qui est un peu fou, c'est les échecs de vie amoureux qui sont très coûteux. C'est-à-dire le chum qui te vole 30 000 $ parce qu'il a mis ça sur la carte de crédit du couple puis que tu es solidairement responsable puis il passe une dérape puis toi, tu dois payer. Le problème de jeu, des problèmes de consommation, des problèmes de plein d'affaires. Des problèmes de... Écoute, j'ai vu une dame un moment donné qui me dit « Je me sépare. » Puis moi, je me suis dit « Bon, je me sépare de mon chum, c'est correct. On était mariés, donc je vais avoir la moitié de la maison, tout ça. » Mais le gars, dans sa compagnie, il n'avait pas payé TPS-TVQ pendant des années. Oh non! Il y avait une grosse dette fiscale. Et elle était conjointement solidairement responsable de la maison. Et donc, oui, elle avait droit à moitié du patrimoine familial, mais lui, ses dettes étaient garanties peut-être par sa maison. Donc, il y avait, elle s'était fait voler une partie de son patrimoine par le déni de son mari. Puis lui, il avait caché tout ce temps-là. C'est après fou. ça, tu te demandes après ça qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent. Après ça, tu peux te faire dire, ben, on avait vécu un train de vie grâce à ce que tu pensais que je faisais, mais je t'ai endetté. Donc, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de cachettes. Ah, vraiment. Puis moi, je trouve que, tu sais, on en parle souvent dans nos épisodes. Ben, souvent. On en parle des fois dans nos épisodes que, tu sais, on dirait que typiquement, les Québécois, ils ont comme une peur du succès ou il y a des affaires par rapport à ça des fois qui sont comme un peu tabous. Puis tu sais, je trouve que parler d'argent puis de relations amoureuses, c'est encore un bel exemple où souvent les gens... C'est une coche de plus. C'est une coche de plus, mais souvent les gens ils ont peur de ça puis c'est comme, ben là, tu devrais pas aimer quelqu'un par son salaire, par ça. Non, mais tu sais, si moi j'aspire à un certain train de vie, ça va de soi que, tu sais, surtout, mettons, moi, je suis jeune, je veux trouver quelqu'un qui va aspirer à quelque chose de similaire parce que tu veux pas te retrouver à 35 ans, comme tu as dit, tu fais 500 000, l'autre est endetté, ça clash, là. Ça clash, mais tu peux pas choisir l'amour en fonction de ça parce que ça arrivera pas. Tu sais, c'est pas un bilan financier que tu épouses ou que tu sors avec, c'est une personnalité, puis le day-to-day se vit pas avec les actifs, les passifs. C'est juste que, faut juste que tu saches dans quoi tu t'embarques. Moi, c'est juste ça que je dis. Tu peux pas exiger si tu veux être médecin spécialiste puis avoir un train de vie de médecin spécialiste, ben, t'as pas le choix d'être dans ce total-là, tu comprends? Mais la majorité des gens n'ont pas cet enjeu-là parce que le salaire moyen, tu peux toujours trouver quelqu'un qui vit le même type de vie que toi. C'est juste qu'il faut que tu aies des objectifs communs. Maintenant, quand tu parles de succès, il y a aussi une façon de le vivre. Moi, je n'irai jamais m'acheter une Lamborghini. Ça n'arrivera pas. Je pourrais faire un jour le choix complètement débile de mettre 300 000 sur une voiture. Ça n'arrivera pas. Et donc, si tu veux ce train de vie-là, ça ne sera pas moi. Mais tu peux aussi avoir un gars au bord de la rue ou une fille qui a une Lamborghini, mais qui n'a pas les moyens de l'avoir.
C'est une location. Tu sais, c'est juste une question de choix. Et donc, quand tu parles de succès ou de la misère avec le succès, je dirais plus qu'on a une relation différente avec ce qui est important. Puis, tu arrives à demander un âge bizarre où tu te dis, j'ai plus besoin de rien. Donc là, j'ai plus besoin d'une nouvelle laveuse. Moi, j'ai besoin de remplacer ma laveuse si elle est brisée. J'ai plus besoin de changer mon poêle. J'ai plus besoin d'avoir une nouvelle voiture. Je veux juste la remplacer, celle que j'ai. Et donc, là, j'arrive à ce fameux point-là où, dans le fond, je gère un budget opérationnel, familial de je veux descendre de train de vie à partir de maintenant, puis un jour, plus avoir des blocs puis de maisons, puis un chalet. Je veux juste comme m'en aller vers le chalet, puis phaser out de cette vie qui est exigeante. Donc, moi, ma liberté 45, c'est de dire, est-ce que présentement, si je vendais tous mes actifs, je suis libre? Oui. Est-ce que présentement, j'ai envie de vendre tous mes actifs? Non. Donc, je maintiens un rythme de vie, mais je ne veux pas avoir quelqu'un qui se définit par ça, mais je comprends pourquoi les gens disent que l'ambition, la réussite, puis l'accomplissement, il y a de l'argent qui tourne souvent autour. Parce que oui, c'est sûr que si je veux devenir poète, puis je veux être un très bon poète, peut-être que c'est le financement ne viendra pas autour. Tu vois, Fred Pellerin a été très bon dans son domaine, puis aujourd'hui, il est très riche finalement, probablement. Pourtant, c'est un gars qui racontait des contes. Tu te racontes des comptes, tu n'as pas d'argent. Mais il l'a marketé d'une façon à faire En même temps, ça dépend de ses habitudes après que ça, on ne saura jamais. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, dans toutes les relations amoureuses, comment tu t'occupes de ton argent, c'est quand même en couple quelque chose qui peut être un enjeu à un moment donné puis créer full friction si tu n'es pas capable d'en parler parce que c'est des habitudes de vie aussi. Ça crée toujours de la friction. C'est ça, tu sais, être habitué d'épargner ou être habitué de super dépenser ou, tu sais, ça peut aller chercher... Tu as un but commun ou tu as quelqu'un qui a vraiment de l'argent. Parce que l'enjeu, c'est que l'argent ne devient plus un problème à un moment donné, si tu en as vraiment beaucoup. Puis moi, quand je vois les gens qui ont un très, très gros train de vie, des hélicoptères, des grosses voitures, des très, très, très grosses maisons, là, 5, 6, 7 millions, je sais fiscalement ce que ça coûte. Et je sais quel genre de revenu annuel ça prend, puis quel genre d'actifs. Et moi, je ne serais pas capable de vivre ça. C'est trop de pression. C'est quoi, mettons, pour un hélicoptère? Là? Moi, je connais personne qui a d'hélicoptère. C'est des gens, il faut être multimillionnaire en actifs. C'est ça. Il faut que ce soit non matériel. C'est trop. Tu sais, c'est ça, ça peut pas être dans ton compte de banque, là, ce que tu Non, vois, mais je veux dire, il faut que tu sois très, très riche. Je te donne un exemple. Ouais. Quand tu vois des gens sur le web, puis des plus jeunes qui voient des vidéos de jeunes qui sont en voyage, puis ça, je leur dis, vous avez aucune idée à quel point il faut être riche pour vivre ce train de vie-là. Ces gens-là, ils vivent sur du temps emprunté ou payé par d'autres mondes ou leurs parents. Tu sais, un bon exemple pour l'école secondaire, je donne tout le temps. Comment ça fait que mon ami dans ma classe, elle a un iPhone 15, puis moi, mes parents ne veulent pas me le payer? Là, je dis, mais ça vaut entre 1500 et 2000 $ le téléphone. Mais as-tu déjà pensé que le père de ton ami ou la mère de ton ami est entrepreneur, puis que dans le fond, passer ça dans les dépenses d'entreprise et que c'était dans le fond un employé qui avait le téléphone, puis c'était une forme de contournement fiscal. Donc, c'est pas parce que le père de ton ami ou la mère de ton ami est fine ou aime plus son enfant, c'est qu'il y a une opportunité de passer ça dans la compagnie, se faire rembourser à TPS TVQ, de déduire une partie qui fait en sorte que le téléphone iPhone 15 revient à la même chose pour toi qu'un iPhone 10 usagé. C'est ça. C'est peut-être ça l'enjeu aussi, tu sais. Ou un parent qui te repasse son téléphone parce que son employeur, il en paye 1 ou 3 ans, puis il te repasse son vieux. J'ai vu ça souvent. Oui. Et donc, tu sais, mais les enfants, ils comprennent pas les différences financières. Donc, imagine dans la vie adulte, il y a des gens qui gagnent 50 000 par année, qui payent presque pas d'impôts parce que, disons-là, à 50 000, tu n'as pas une grosse facture fiscale. Ils ont l'impression que s'ils gagnaient 200 000, ils seraient vraiment riches. Mais à 200 000, tu vas payer plusieurs dizaines de milliers d'impôts, ce qui fait que tu n'es pas si plus riche que ça. Tu gagnes 4 fois la paye, mais tu n'as pas 4 fois le net dans tes poches par rapport à l'autre. Oui, non, c'est vrai. Puis, on valorise toutes des choses différentes. Puis, comme tu l'as dit, je pense juste que, justement, c'est comme, ça dépend de comment, en tant que partenaire, tu gères ton argent. Tu sais, si pour moi, une sécurité financière, c'est important, je me dois d'être avec un partenaire pour qui c'est important aussi. Après, si des objectifs communs, tu sais. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, si on gagne des salaires complètement différents, j'ai pas d'enjeu avec ça. Mais, tu sais, moi, en tant que personne, je pourrais pas être avec quelqu'un qui s'endette, mettons. Ça vient... À moins qu'il y ait un purpose différent derrière, un lancement d'un projet. Oui. Mais je te donne un exemple qui est challengeant. OK. L'endettement, pour moi, c'est un outil. L'endettement, c'est pas grave. C'est quelle exposition au risque tu as et quel niveau d'endettement tu as par rapport à tes actifs. Je te donne un exemple. Je n'ai jamais dans ma vie été aussi endetté que présentement, en dollars. Pourtant, je n'ai jamais été aussi techniquement aisé en actifs nets. Pourquoi?
parce que je suis dans le moment de ma vie où j'ai le plus d'immobilier, puis l'immobilier est en dette au maximum. Ouais, Et donc, ma dette est dans les 7 chiffres. C'est énorme. C'est ça. Et quand je rationalise tout, je vends les immeubles, je vends la maison, ben, est-ce que c'est positif? Après ça, c'est le niveau d'endettement. Il y a des gens qui s'exposent à de l'endettement, mais pour un risque qui est disproportionné. C'est-à-dire que je n'irai pas acheter un immeuble commercial de 14 millions en disant j'ai un actif net de 2 millions puis je suis encore heureux ou non. C'est trop de risques pour moi. Donc, moi, je reste terre à terre. J'aime pouvoir vendre mes actifs en morceaux puis de dire au pire, je fais ça. J'ai toujours un plan B. Si ça foire, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, l'endettement n'est pas un problème. Le problème, c'est présentement le coût de l'endettement. Tu vois quelqu'un qui s'est très leveragé pour avoir une business. Là, tu payes du 10 du 11 Là, si ta dette est une couple de millions, tu l'as à travers la gorge parce que ton modèle s'écrase. Mais l'endettement, c'est pas grave. Ce qui me fatigue, comme tu dis, c'est l'endettement de consommation. Ben Mais oui, Tu as totalement. 30-40 000 d'endettement de consommation, pas d'actifs. Ben non. Ça veut dire que tu payes. Tu peux pas même pas vendre un actif. Moi, je me dis, au pire, C'est ça. ça va mal, le duplex, je vais le vendre, je retourne dans le loyer, puis j'ai une couple de 100 000 dans mes poches. Tu sais, ça t'aide à dormir. Ah, c'est clair. Non, mais clairement, l'endettement par rapport à l'investissement des actifs, ça me fait pas du tout peur. Là. Au contraire, mais moi, En c'est... même temps, ça peut arriver, tu sais. Oui, mais tu sais, ça me fait vraiment pas peur, là. Mais c'est plus l'endettement du genre, hey, je me suis acheté une auto, je l'ai mis sur ma carte de crédit, on verra bien quand je suis capable de repayer ça. Moi, c'est non. Ok, je comprends. Tu sais, mais c'est aussi que, tu sais, j'ai toujours vraiment fait attention à mes sous, puis j'ai la chance de pouvoir faire attention, puis comme d'y arriver. Fait, en tout cas, mais bref. Petite parenthèse sur le fait que, comme, en couple, c'est sûr que l'argent, des fois, ça peut être un sujet sensible. Tout comme il y a des gens qui en parlent juste pas, puis... Ben, il y en a beaucoup il y qui en a en beaucoup qui parlent pas, parlent je pas, pense. Je suis C'est- sûre. c'est- Mais toi, dans tes amis, mettons, à l'âge où t'es, là, mettons, t'arrives à l'école, puis il y a des gens en couple, puis là, ils commencent à vivre des fois en appartement ensemble, tu sais, puis des fois, ils s'établissent. Puis il y en a qui sont même favorisés parce que là, il y a un parent qui peut les aider à acheter un condo au lieu d'avoir un Ben appartement. oui. Mais c'est pas là que ça devient une chicane parce que souvent, on a le même salaire, on dépense à peu près la même chose. Où ça clash, c'est plus tard. C'est que là, tu vois les voisins qui font d'autres choix de vie. Ça, c'est moi, là. Puis là, tu vois le voisin qui fait d'autres choix de vie, puis là, tu fais ah, moi aussi, j'aimerais ça le faire. Puis là, toi, tu veux un changement drastique. Tu dis, hey, là, on va économiser, puis on va se payer un actif, puis on va se payer un bloc à revenus, puis on va aller. Puis là, l'autre, tu dis, hey, ça me tente pas, moi. Oh mon Dieu! Donc là, t'as un clash. Là, t'as le clash. Parce que là, il y a quelqu'un qui décide d'un coup du jour au lendemain qu'il y a un nouveau projet de vie, puis toi, t'es pas dans la même direction. Fait que Ouais. c'est plus des objectifs de vie qui doivent être communs, puis tu sais, un couple, ça Ça se Ben challenge. se oui. challenge un peu, puis ça t'as atteint un milieu de. Mais quand tu grandis pas ensemble là-dedans, puis tu te rends compte à 40 ans, écoute, c'est sûr que c'est pas la même affaire. Là. Ah non, c'est clair. Tu sais, montre-moi Ben, ton bilan, tu sais que Ouais, non. ouais, c'est non, ça. non, mais exactement. Puis en tout cas, c'est différent pour chacun, mais tu sais, moi, ça fait 3 ans que c'est avec mon chum, puis on est jeune encore, on est à l'université, fait que c'est sûr qu'on gagne des salaires similaires, puis ci, puis ça, mais je lui dis quand même, hey, dans 5 ans, moi, je veux qu'on soit on s'achète une maison, soit on s'achète un bloc, fait que prépare-toi. Fait Ouvre que, ton tu sais, céliap. Ouais. Non, mais il est ouvert, puis tu sais, lui, il valorisait peut-être moins ça avant que, tu sais, parce que moi, je le valorise plus, lui, peut-être moins, mais à cause de moi, il le fait parce que je lui ai dit, je veux pas que ça clash dans 5 ans, tu sais, je veux qu'on soit capable de faire le projet ensemble. Fait que, tu sais, finalement, Tu vois Vincent là-dedans, qui est un des gens, un gars qui témoigne, c'est sa blonde, la première, d'après ce que je me souviens, qui a dit, tu sais, hey, moi, ça. Tu sais, il dit, j'étais pas. C'est ma blonde qui m'a comme. Ou c'est lui ou un autre. Il y a 2 gars là-dedans que, tu sais, il dit, leur femme ou leur blonde a une influence sur comment ils ont développé ce train de vie-là. Parce que, Ben oui. surtout avec quelqu'un qui veut pas faire ça, il faut que tu t'entendes. Tu sais, il y a les jeunes retraités, même affaire, tu sais. Il faut que tu arrives avec quelqu'un qui est aligné. Puis je vais te challenger sur une petite affaire. Tu étais avec quelqu'un depuis 3 ans, je souhaite le meilleur des mondes, de l'amour, puis tout ça. Mais tu peux pas baser ta vie sur cette personne-là, puis lui non plus. Donc, il faut avoir des objectifs communs, mais chacun se bâtit quelque chose pour être indépendant de l'autre et de ne pas être une personne qui se définit par une autre personne. Donc, tu sais, statistiquement, il y a des bonnes chances qui vous arrivent. À un moment donné, les chemins vont se séparer ou vont se réunir ou peu importe. Puis c'est correct. Tu vois, regarde, là, je viens de réaliser que mon veston est ouvert. Ah, on l'a pas Défaut de vu. fabrication. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Tu sais. Mais c'est le fun au début de s'entendre au préalable. Comme ça, tu ne te chicaneras pas sur des affaires du train-train quotidien dans 4-5 ans
Ben oui. Ah non, c'est clair. Puis on est deux individus à part entière. Puis je me dis, à the end of the day, et moi et lui bénéficions de mettre de l'argent de côté. Tu sais, après ça, que ça mène à des projets communs ou non, il pourra pas m'en vouloir dans 5 ans si on est plus ensemble d'avoir mis 30 000 de côté. Exact. Tu sais, il va être 100%. comme, ah ben, tu m'as craqué, puis je l'ai fait. Puis moi, tu sais. Mais en tout cas, bref, fin de la petite parenthèse sur la facture amoureuse. Salut. Ben oui, ça va faire 3 ans demain, fait que très cool. Mais non, fin de la petite parenthèse sur la facture amoureuse. Ben, à moins que toi, t'es... Non, moi, ça va. Moi, je casse parfaitement dans les débuts trentaine, famille recomposée, que là, les enfants, tu sais, les écoles privées, tout ça, le secondaire arrive, puis on a eu nos enfants jeunes. Oui, la famille. Chacun. Fait que là, On a au moins, chacun, pas de d'enjeu. chicane. Là. Pas de chicane, genre, toi, t'as un enfant à payer pour moi. Non, là, c'est égal. Puis 8 et 11 ans, fait que bientôt 9 et 12 ans. Eh boy, t'as commencé jeune, toi, là. Oui, parce exact. Que moi, j'ai eu un enfant de 9 et 12. Ah ben nous, c'est dans quelques mois, 9 et 12, Puis j'ai là. une bonne couple d'années d'avance sur toi, là. C'est ça. Non, moi, j'ai commencé ça Après 19 l'école. ans. Oui, après, pas mal 6 mois après, là. Fait que j'ai signé un bail en cachette. 6 mois plus tard, maman, je suis enceinte. Fait que... Oh, Colin. Ouais, fait que ça a changé quand même beaucoup ma vie à ce niveau-là. Mais j'ai la chance d'avoir mon chum qu'on a le même âge. Puis que lui aussi, il est arrivé la même chose. Mais on s'est retrouvés plus tard. Fait que... Ah, c'est cute. Ouais, c'est cute, mais tu sais, au niveau des finances, on a eu des frictions en tabarouette, là. Pour de vrai, moi, je suis une fille livre ouvert qui parle de ça comme si c'était bien normal, puis j'ai pas vraiment de cachette ou de tabou par rapport à ça. Puis tu sais, lui, c'est un gars qui dépense plus, mais qui a un fonds de pension qui cotise à son REER fois 1000 sa construction, tu sais, qui... Ouais, la construction, Fait c'est qu'on te protège contre toi-même. Exact. Lui, dans le fond, s'il fait ses heures, parce qu'il faut qu'il travaille, Exact. toutes les contributions se font, puis quand il va arriver à la fin, ça va être réglé. Ben oui, puis il a commencé à 16 ans. Il a pas fini son secondaire, fait que... Moi, j'ai souvent la réflexion de même du genre, si j'avais fait un DEP en électricité, là, j'étais électricien, mettons, Ouais. j'aurais sauvé quand même 50 000 à des âges névralgiques. Donc, j'aurais investi 50 000, techniquement, entre 18 et 25 ans Ben de oui. plus. Et donc, est-ce que je serais mieux placé aujourd'hui? Toujours la question que je me pose. Ben, honnêtement, c'est sûr qu'on a commencé nos carrières jeunes. Là. Puis je regarde nos couples d'amis qui ont fait attention parce que moi et mon chum, on a dépensé extrêmement. Moi, j'ai une première entreprise qui n'a pas marché. Je me suis endettée, désendettée. J'ai essayé plein d'affaires. Puis avec les enfants, ben, ça vient avec des coûts puis du temps aussi. Fait que, mais tout ça pour dire que je me souviens plus ce que j'allais dire. Tu as eu des frictions et donc, justement, lui, Oui, il est protégé, ben toi, là, t'es tout autonome. tu sais. Moi, j'étais autonome. Fait qu'il a toujours fallu que je me construise toute seule, femme full indépendante, que... Tu sais, il fallait que je sois indépendante d'un homme tout le temps parce que j'ai eu des séparations là-dedans, ben une autre. Puis, tu sais, lui, il était blindé, mais je comprenais pas ses habitudes de dépenses, mais c'est parce qu'il est blindé. Tu sais, à un moment donné, tu comprends ça, C'est là, une retenue à la aussi, là. source. Toi, t'as pas la retenue à la source. Donc, C'est ça. ben ça, c'est quand tu es travailleur autonome, ce que je suis. Oui, Moi, je dois mourir avec de l'argent. c'est ça. Parce que je ne sais pas combien de temps je vais durer. Quelqu'un qui a un régime à prestation déterminée, qui se fait garantir 2 par année de service, comme prof, mettons, tu vas pouvoir dire j'ai un salaire assuré jusqu'à mon dernier souffle. Tandis que moi, il faut que je meure de l'argent au cas où je dure plus longtemps. Et donc, il y a ça aussi. Puis le risque que je peux prendre, moi, il est selon mes capacités. Tandis que quand tu es dans le REGOP, le régime des employés du secteur public, bien, le régime continue à prendre full les risques. Parce qu'il place de l'argent pour Cassandra qui a 20 ans, puis pour Suzanne qui en a 65. Et donc, il place un niveau de risque très élevé par rapport à ce que Suzanne pourrait placer. C'est l'avantage d'avoir un régime collectif que moi, j'ai pas. Là. J'ai un petit j'ai un restant de cégep. Là. Je dois avoir une couple de 1000 là-dedans, mais je sais pas combien. C'est ça. Je viens d'avoir un flash sur ce que je voulais dire. C'est que, tu sais, tu disais si tu étais jeune, tu avais commencé plus de bonne heure. Ça dépend de tes choix. Aussi. Parce qu'après ça, tu sais, t'es-tu si mature que ça quand tu as terminé un DEP, puis t'as-tu l'éducation financière nécessaire autour de toi pour en coller de côté? C'est pour ça. C'est ça, exact. Puis, tu sais, 100%. Fait que moi, je pense que tout dépend de ton éducation financière. Là. Mais surtout que quand mettons, tu as 17 ans, là, Eh 18 ans, tu finis ton DEP, tu as une paye très appréciable qui rentre, tu es chez tes parents, tes amis sont aux études. Hey, toi, là, envoie l'argent, là, t'es le riche de la gang. Ben, c'est vraiment ça au début. C'est toujours là. ça qui se passe. Puis après ça, t'es comme, ah, bon, surprise. Puis ce qui est fou après, c'est, tu sais, ce qui est fou, je dis souvent, c'est, tu sais, je parle de ça. Ouais. Mais quand tu le vis, de voir, la bourse a varié un petit peu aujourd'hui à la hausse. Aïe, je viens de faire plus avec mes placements qu'avec ma journée de travail. Oh, je viens de faire plus avec mes placements que ma semaine. Oh, j'ai perdu ma semaine en placement aujourd'hui. Ça bouge tellement que tu t'habitues aussi à te dire, il y a moi qui travaille, qui génère des revenus, puis il y a mes placements qui génèrent des revenus. Puis à un moment donné, tu arrives dans ta vie, dans ton point d'inflexion, où tes placements vont battre ta capacité à gagner des revenus.
Mais ça, c'est malade. Là. Ça, c'est le goal ultime. Ben, c'est là. un peu... C'est différent pour chacun, mais nous, on s'entend là-dessus. Oui, c'est ça. Mais moi, pas le goal il y a le ultime, mais mot, la hein. sécurité, tu sais, le sentiment de sécurité, je pense, ou de te De pouvoir bâti faire un peu assez. ce que tu veux, peu importe ce que ça représente pour toi, mais tu sais... Exact. Ben moi, 100 000, là, c'était vraiment un game changer. 100 000. 100 000 en placement. Oui, Oui. en placement boursier. Moi, j'étais vraiment, une année, je dis, je vais atteindre 100 000, je vais atteindre 100 000. Ouais. C'était comme un objectif. Fait que là, j'économisais 20 de mon salaire par année. Oublie pas que j'ai pas de maison encore, C'est là, ça. j'essaie. Et là, une année, dans la vingtaine, je m'approche, là, je suis proche, là, j'étais comme 6 7 000, tu sais. Puis là, je dis, OK, cette année, ça va être la bonne année. Boum, crise financière, mon 92 000 devient 68. Ça veut dire que tu viens de perdre 2 années de ta vie ou 3 années de ta vie d'épargne. Oui. Et tu sais, ça va augmenter, mais tu sais pas quand. Non. Et après ça, en 2 ans, je suis remonté à 120 ou 130 parce que ça... Et là, j'ai compris, vraiment à ce moment-là, j'ai vécu une crise financière de voir, OK, ça va revenir, ça augmente. Et après ça, l'objectif est devenu 200, puis 300. Mais après ça, les objectifs s'atteignent plus vite. Ouais. Parce que l'argent travaille pour toi, ce qui n'était pas le cas au début. Tu sais, quand tu as 20 ans, ton 1000 $ d'épargne est pas mal plus payant que le 50 $ de rendement. Mais quand tu es rendu à 100 000 d'épargne, là, tu fais 5 % sur 100 000. Là, tu dis, OK, c'est une coupe de 1000. Ouais. Puis, à un moment donné, le chiffre devient plus gros, puis là, à un moment donné, ça va tout seul. C'est ça. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, Evol allie financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol, financer le changement. Ben, fort intéressant. Puis là, j'ai envie de parler un peu des comptes, justement. Là, on a le CELIAP, le le REER. On peut-tu faire un peu le ménage là-dedans, Ouais. nous avoir avoir de la vulgarisation, je vais pas dire des conseils, la vulgarisation sur, tu sais, quel choix faire. Mettons, Cam, peut-être que tu peux parler un peu de Ouais. toi où t'en es dans ta vie. Ben là, moi, où j'en suis dans ma vie, j'ai une entreprise, puis j'ai rien de côté. J'ai 100 $ dans un CELI. Puis là, Ouais. je suis tout le temps Mais tu as une mêlée. incorporation. Oui, mais j'ai une incorporation, là, on s'entend. Mais au perso, on dirait que j'ai besoin d'investir, puis je suis rendue là, mettons. Tu as une maison, Puis- par exemple. Oui, j'ai une maison. Fait que tu peux pas... Le CELIAP, c'est fini pour toi. Fait qu'on oublie OK, ça. bon, c'est ça. Tu peux acheter une première maison, tu l'as. C'est Non. Puis j'ai un R... Tu sais, mon fils, REEE, Ouais. est-ce que c'est ça mon premier move? Tu sais, c'est quoi mon premier... Tu sais, là, le réflexe numéro 1, on dirait que dans ma tête, c'est le CELI tout court Ben, ou ça REER. là, il y a c'est- beaucoup de... Ça dépend de... OK? C'est ça, hein? Il y a beaucoup de sous-questions. Commençons Ouais. par le début. Le REER ou un Inc., ça s'équivaut un peu. Ah. Parce que si tu laisses de l'argent dans le Inc., tu décides du décaissement que tu fais. OK. Si tu sors de l'argent de ton Inc. pour te payer un REER, tu augmentes ton revenu, puis tu le déduis, Ouais. puis tu le mets imposable. Fait que tu le sortes plus tard ou l'avantage d'avoir un faible salaire quand tu es une mère comme toi, puis de laisser l'argent dans le Inc., c'est que ton revenu aux yeux du gouvernement est très faible parce que tu l'as laissé dans le Inc. Ouais. Et donc, tu vas avoir plus d'allocations familiales non imposables. Donc, quand tu es entrepreneur, le but ultime, c'est d'avoir le plus petit salaire possible. Mais moi, je me demandais pourquoi ça me rendait tellement anxieuse d'avoir le plus petit salaire possible. Pourquoi? Parce que l'argent est à toi dans la compagnie. Le seul risque, c'est Ouais. que ta compagnie soit poursuivie avec des paiements à faire puis tu liquides. Il faut vraiment que tu Ouais. dises, dans la compagnie, il y a 10 000 qui est à moi, je l'ai isolé, c'est pas pour l'opérationnel de la compagnie, c'est pour me verser plus tard en dividende autre C'est chose. ça. T'es-tu la seule actionnaire? Oui. Fait que ça règle le problème, tu décides de tout. Ouais. Mais il y en a pas moins qu'on peut pas faire un plan pour tout le monde parce que ça dépend Mais de non, beaucoup d'affaires. 1, as-tu des 100%. enfants? Ouais. Oui, il faut que tu minimises ton salaire pour augmenter tes allocations. 2, le CELIAP, toi, tu n'y as pas droit parce que tu as déjà une maison. Ouais. On oublie ça. Après ça, le REE, ça dépend de l'âge que ton enfant a. 12 ans, mettons, Ben, dans ça, 2 lui, faut semaines. que tu contribues là parce que Ouais. c'est là que tu peux contribuer puis c'est de l'argent gratuit. Tu sais, Ouais. C'est 30 % plus tard. Après ça, le CELI, c'est quand tu as un faible taux d'imposition au début de ta carrière versus le REER quand tu as un gros taux d'imposition. Comme par exemple, tu es médecin, tu n'es pas incorporé, ben, le REER va baisser ton revenu, ça va te rembourser de l'impôt, mais tu vas payer de l'impôt plus tard. Tandis que quand tu es travailleur puis tu gagnes, je sais pas moi, entre 40 et 80 000, là, le REER ou le CELI, si tu n'as pas d'enfant, tu es généralement dans un choix personnel. Je paye tout l'impôt tout de suite ou plus tard. C'est ça. Mais pouvoir remplir le CELI, moi, je l'ai vidé souvent. J'ai racheté la maison, fait que j'ai vidé le CELI. Je fais des investissements, j'ai vidé le CELI. Mais
le CELI, pense-y. Mettons que je te dis, tu peux cotiser à ton REER, faire rembourser les impôts, puis là, tu dépenses le remboursement d'impôts, puis là, tu as de l'argent imposable à ta retraite. Tu vas payer de l'impôt. Mais ton CELI, c'est de l'argent non imposable à vie. Si tu réussis à mettre de l'argent dans le CELI, puis à multiplier le rendement, puis que là, on est rendu à plus de 80 000 là, et ça dépasse ça même, puis que ce 80 000-là devient 300, 400, 500, 600, 700 000, 1 million, tu es en train de ramasser une retraite à l'abri de l'impôt, qui ne comptera pas dans aucun calcul gouvernemental. Donc, si tu es jeune aujourd'hui, le CELI, c'est très payant si tu le vois comme un compte de placement à très, 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 très long terme. C'est ça. Parce que tu ne payes presque pas d'impôts présentement comme jeune, mais l'argent que le CELI va faire va être non imposable. Ça veut dire que tu vas te faire une vie à l'abri de l'impôt plus tard, puis quand tu vas te tirer 10 000, ça va être 10 000 à toi. Imagine le scénario complètement débile. Tu cotises jamais à ton REER, mais tu remplis ton CELI tout le temps. Parce que tu fais un salaire quand même moyen, mais sans plus. Et tu arrives à la retraite, tu as plusieurs centaines de milliers de dollars dans ton CELI, mais ça ne compte pas dans ton revenu. Alors, le gouvernement te verse un supplément de revenu garanti pour t'aider. Te verse de l'aide. C'est fou comment c'est une machine. Ça me fait capoter, là. Moi, je trouve ça hot de commencer à comprendre ça, là. Tu vas aller plus loin. Ça enlève des peurs. Oui, mais tu as un Inc, toi. Oui. Si tu te payes en dividende, tu ne payes pas de revenu salarial, oui. mais tu n'accumules pas de RRQ. Non. Quand tu vas arriver à la retraite, tu n'auras pas le RRQ. Ce que moi, je vais avoir, moi, je me paye en salaire. Moi aussi, je me paye en salaire. Donc, tu as un avantage, tu payes du RRQ, mais tu payes dans ce temps-là le double. Tu payes la portion employeur puis employé. Oui. Tandis que si tu es salarié, ton employeur paierait sa cotisation puis toi, tu paierais la tienne. Donc, c'est un jeu, l'argent. C'est ça. Choisis comment tu joues. Voici les opportunités. Ouais. Après ça, tu fais des choix là-dedans puis tu as des circonstances de vie. Je ne peux pas te demander à toi d'avoir la même stratégie qu'un médecin spécialiste. Ben non. Lui, il a un salaire assuré, peu importe la clientèle, pas de gestion, pas d'administration pratiquement. Puis tu as un 500 000 qui rentre. Puis toi, je te dis, il faut que tu bâtisses une clientèle, que tu maintiennes, tu as des locaux commerciaux à payer. C'est pas la même vie. Là. Ben non, pas du tout. Là. Puis, toi, tu as un vrai risque d'affaires. Ben oui. T'es pas bonne, c'est fini. Oh oui, c'est vrai, là. C'est tellement vrai. 100%. Ah, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'au final, ça revient à un jeu puis apprendre les règles. That's it. Ben moi, c'est ça que je trouve tellement le fun de l'argent. C'est vraiment un jeu, puis c'est un jeu que beaucoup de gens, on dirait, comprennent pas, mais pourtant, c'est pas difficile à comprendre. L'angle mort, c'est qu'il y a à peu près 30, disons, je te donne un chiffre au hasard, OK? Disons que le salaire médian, c'est le milieu, c'est la capacité de payer, OK? Donc, le salaire médian, c'est en haut du salaire médian, tu as une marge de manœuvre, puis en bas du salaire médian, ben, tu essaies de payer le prix médian, c'est le prix du milieu. C'est pas qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas l'opportunité, quand tu es en bas de la capacité de payer, de faire des choix. Moi, ce que je dis, va avoir des conseils financiers dans la vie, va voir les gens qui gagnent le moins, comment ils s'arrangent. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est des vrais gens qui gèrent vraiment leur budget. Après ça, quand tu as des gens qui gagnent 200-300 000, c'est pas qu'ils sont bons d'épargner, c'est qu'ils ont la capacité de dépenser et d'épargner facilement. Et donc, tu as deux choix dans la vie. Soit que tu essayes, parce que c'est pas garanti, de dépasser le revenu médian et avoir la marge de manœuvre qui fait en sorte que tu as moins besoin de réfléchir sur comment tu gères tes dépenses, ou que tu es en bas et tu gères ça de façon extrêmement serrée. Et donc, c'est aussi de l'injustice. Toi, tu pars probablement ici, puis moi, je suis parti là, puis il y en a d'autres qui partent là, puis il y en a d'autres qui partent ici. Et donc, quand tes parents sont déjà dans « je vais payer tes études » ou tes parents sont déjà dans « tu peux épargner quand tu es adolescent parce que moi, je m'occupe de certaines de tes dépenses ». C'est pas la même chose que quand tu dis à ton adolescent « va travailler chez McDo puis paye toutes tes dépenses. Va travailler aux Zellers. » Je dis Zellers. Le Zellers! C'est clair. Paye-toi tes souliers, paye tes livres d'école, paye tout ça. Donc, ou aide-moi à payer le loyer. Tu sais, faut pas oublier qu'au Québec, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des gens qui aident leurs parents. Il y en a beaucoup. Moi, j'en ai dans mon entourage pas mal. Là. Ben voilà. Si tes enfants aident tes parents, comment tu veux qu'ils te ramassent un capital? T'en as d'autres qui vivent... Écoute, pendant la pandémie, moi, ça m'a fâché. 3 enfants à Boucherville. Tu regardes les critères. Mes enfants ont-ils plus de 15 ans? Oui. Ont-ils travaillé l'année passée? Oui. Ont-ils gagné plus de 5 000 $? Oui. Ils ont droit à PCU. Oh, mon Dieu. Fait que là, il y a des gens qui étaient assis dans des maisons de millionnaires qui ont reçu des chèques par mois de première nécessité parce qu'ils répondaient aux critères complètement débiles du gouvernement. Puis que tu avais d'autres mondes dans ce temps-là qui devaient travailler, même s'ils avaient droit à PCU, eux autres, parce qu'ils voulaient arriver un peu plus.
Donc, tu sais, il y a des affaires un peu folles dans le monde économique. C'est un jeu de Monopoly injuste. Ah non, c'est très, très injuste. Je suis 100% d'accord. Puis il faut en être conscient. Mais en même temps, tu te ramasses dans la situation que t'es. Puis tu fais ce que t'as avec... Puis la PCU a quand même sauvé mon commerce, moi. À toi? Hey, mais imagine-tu? Tout le monde le disait, là, les papiers sur la tête. Puis tu sais, c'est des services de luxe qu'on offre chez nous. Puis c'est la PCU, c'est la PCU. On n'a jamais eu autant de jeunes dans le salon. Puis sincèrement... Ah, la clientèle, pas tes employés. Non, la clientèle. La clientèle. Ils brûlaient l'argent. Ben oui, mais en même temps, moi, ça m'a permis de payer mes employés puis de faire du roulement quand même. Tu es en train de me dire que tu as des ados qui se payaient des coiffeuses qui ne se seraient pas payées à cause de la 100%. Des filles à l'université, on était pleines à craquer, on refusait du monde. Ça... Mais tu sais, c'est ce qui est drôle, tu sais. Mais c'est quand même spécial. Ils ont l'occasion d'une vie de faire de l'argent gratuit. Puis au lieu de dire, hey, je vais prendre ce 7, 8, 10 000 là, puis je vais le placer. Ah, ben j'ai 10 000 de plus à dépenser. Hey, c'est fou parce que ça paye ta mise de fonds de maison dans 3-4 ans. Écoute, il y a même un père qui m'a envoyé une photo, puis c'était épouvantable. Mais... Tu sais, il y a des Converse, les souliers, vous connaissez les souliers Converse? Il y avait une amie de sa fille qui est arrivée avec des Converse Christian Dior. Elle avait payé ça avec la PCU, tu sais. Je dis, voyons donc, tu sais. Mais moi, ça me choque. C'est ça que je veux dire quand je dis... Que... Mal utiliser son tremplin. Ouais, tu sais, parce que je juge tellement pas les contextes, là, mais il y a des choix de même que je me dis, disons, là, c'est un choix de carte. Ouais, ben oui, mais tu sais, c'est ça. Puis c'est ça, oui. Puis avec l'impôt des travailleurs, faut pas oublier que ça, là, tu le remets sur le poids des travailleurs après. Non. Moi, je dis, si on t'a donné une chance pendant la COVID parce que tu as profité, parce que il y a bien du monde qui en arrachait, là, ben, oui. dire. Ben oui. Il y a des entrepreneurs qui en arrachent encore à rembourser leur prêt. Si tu étais un jeune chez tes parents dans une maison de millionnaire et on t'a donné 10 000, là, Caroline, respecte ce 10 000-là puis optimise-le au moins, tu sais, mais bon. 100%. Puis là, j'ai une question. Je sais que c'est pas noir ou blanc, mais immobilier ou investissement en bourse? Je peux roux ou noir? Pâté chinois ou hot dog? Steak ou fruits de mer? Ça dépend vraiment de ce que tu veux. La seule chose, je dirais que l'immobilier, c'est que l'immobilier te permet de mettre la main sur une valeur qui est plus grande parce qu'elle est endettée. Exemple, si je place 50 000 en bourse, je vais faire 5 10 sur 50 000. Si je place 50 000 en immobilier, je vais acheter un actif de 500 000. Donc, si le rendement de mon 500 000 dépasse mon coût d'endettement, je m'enrichis avec l'argent des autres. C'est sûr que si tu allais à la banque, tu empruntais 500 000, tu plaçais à la bourse, tu aurais la même affaire. C'est juste que personne ne va te prêter au même taux, puis personne ne va être capable de prendre le même risque. Parce que tu dis, au pire, je vends l'immeuble, mais si tes actions plantent, il faut que tu les vendes, ils ont planté. Donc, il y a ça. Maintenant, moi, où j'ai toujours eu un biais négatif envers l'immobilier, même si j'en ai, c'est que j'ai vu des gens périr par l'immobilier, justement, comme présentement. C'est pas un contexte favorable. Il y a des gens qui étaient très endettés pour acheter des immeubles, ça montait tout le temps. Puis là, l'endettement vient de coûter, paf, moins facile à vendre ou reste pareil. Et puis là, la banque ne les refinance plus pour la même affaire. Puis là, tu as un autre immeuble, il faut que tu finances à 30, 40, 50 %. Donc, les règles du jeu ont changé du jour au lendemain. Puis tu peux pas payer ça avec ton salaire régulier. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, j'aime l'idée, là-dedans, je n'ai parlé, je pense, d'avoir un peu de tout. Du risque, du feu, d'avoir de l'eau, ça veut dire des placements pour payer les liquidités que tu as besoin. De l'air, des placements que tu ne vois pas, que tu ne gères pas. Puis de la terre, parce que ça prend... La terre ne change jamais de valeur. Donc, moi, j'aime ça avoir un terrain. Tu sais, mon immeuble, il est évalué à 997 000 où je vis par la ville de Montréal. Mais le terrain est évalué à 500-600 000. Ça n'a pas de logique. Mais ça dit quand même, Pierre-Yves, la valeur du terrain, si ton immeuble brûle, a un minimum de valeur. Et donc, mon risque d'affaires, c'est la valeur du bloc. Parce que le terrain vaut quelque chose. Et donc, mon plus gros risque, c'est... Donc, je suis capable de le rationaliser puis de dormir la nuit dans mon sous-sol. Fait qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est comme si je te demande, t'aimes-tu mieux de la coiffure ou une entreprise de pâtisserie? Tu vas me dire, ça dépend qu'est-ce que j'aime. Ben oui, 100%. Non, totalement. Mais c'est quand même un choix. Moi, je suis jeune puis je me dis... Bon, ben là, tu sais, je cherche à m'acheter un immeuble. Est-ce que je mets tout en bourse? En ce moment, je vais donner un exemple qui est dans le même sens. Tu achètes une maison, un condo, ou un duplex, ou un triplex, ou un quintuplex que tu vis dedans. Donc, chaque choix a un avantage. Si tu achètes une maison, la gain de valeur va être 100% non imposable, mais tu payes 100% de la facture. Si tu achètes un immeuble, ça va prendre plus de valeur par rapport à ce que tu payes parce que tu es fractionné ton revenu, mais tu as plus d'entretien, tu as plus de risques, puis le gain en capital va être imposable en grande partie. Et donc, il n'y en a pas de bonne décision parce que
tu prends une décision rationnelle avec l'information que tu as au moment présent, mais le contexte change. Ouais. Si je t'avais dit, il y a 5 ans, le centre-ville de Montréal va devenir une dead zone, puis que tu vas avoir de la misère à trouver des clients au centre-ville de Montréal, puis que les gens vont venir juste 3 jours semaine ou 2 jours semaine, puis que la foire alimentaire que tu vois ici va être à moitié vide, tu pourrais dire. Dans quel monde apocalyptique tu vis? La technologie puis la pandémie, mais on ne savait pas. On ne l'avait pas vécu. Et donc, là, c'est plus payant d'être à Sherbrooke qu'il y a 5 ans. Ben oui. Il y a plus de monde avec de l'argent qui ont débarqué à Sherbrooke puis qui ont changé de mode de vie. Ben ça influence ton commerce. Oui. Nous, on l'a vu fois 1000. Là, des nouvelles clientes qui arrivaient là, à Magog, puis c'est fou, à Magog. Ils sont tous à Magog. Mais à Magog, c'est parce que c'est là qu'est le moton. le chalet de Magog, d'autrefois, est devenu la résidence principale de Magog. Oui. C'est fou, là, c'est capoté, ça a eu vraiment un impact. Mais moi, tout ce que tu dis en ce moment, ça me fait capoter parce qu'au final, tu n'as pas de bonnes ou de moins bonnes décisions. Il faut juste que tu suives qu'est-ce que tu as envie de vivre, finalement, mais que tu prennes, tu sais, qu'il y a un petit peu de rationalisation là-dedans, mais c'est pas une finalité ou c'est pas genre un chemin parfait. Moi, souvent, c'est comme ça que je le voyais. Mais même le chemin parfait, t'as beau faire le chemin parfait, tu peux te planter. Exact. Fait que tu peux te faire sacrer là, tu peux sacrer quelqu'un là, tu peux vivre un échec financier parce que le plan parfait était bien correct, mais le monde a changé. Oui. Ton enfant peut être à problème, tu peux avoir un enfant handicapé qui devient malade, puis là, tu as besoin de t'en occuper plus. Tu peux avoir un conjoint qui devient malade psychologiquement que tu n'avais pas prévu. Tu peux avoir, ton milieu de travail peut s'effondrer. J'ai vu tellement d'échecs qui n'étaient pas supposés arriver et des succès qui n'étaient clairement pas supposés arriver. Tu sais, quand je me souviens, j'étais dans la firme comptable où je travaillais, j'étais au centre-ville. Puis là, on avait un petit atelier là, de la dame des ressources humaines qui disait « Si vous n'étiez pas comptable, qu'est-ce que vous feriez? » Puis là, il y a des gens qui disaient « Ah, moi, je vais être avocat, médecin. » Probablement que tout le monde qui était dans la pièce à ce moment-là s'en souvient pas. T'sais. Moi, je m'en souviens. Je disais « Moi, j'aurais aimé ça écrire un livre. » Hey, j'avais-tu l'air d'un gars extraterrestre, t'sais. Mais aujourd'hui, qui a fait le plus d'argent avec son idée de si je n'étais pas comptable? Ben, c'est moi. Exact. Ben, c'est comique. Mais il y en a d'autres là-dedans qui ont eu d'autres plans B qui ont été extraordinaires. Donc, le moment, tu sais, quand tu as 22 ans à une place, c'est pas une finalité. Mais il y a une affaire commune dans tout ce qu'on dit. Investir, peu importe comment tu le fais, tu investis en bourse, en immobilier, dans tes amis, dans ton temps. Partout où tu vas avoir mis du temps, il va y avoir un espèce de payback une moment donné. Puis chaque choix que tu fais, il y a un coup de renonciation. Puis c'est ça qui est dur. Toi, tu as l'infini devant toi. C'est-à-dire que tu n'as aucun choix actuellement qui te brime. Moi, chaque jour, je fais des choix qui me briment. C'est paniquant. Parce que chaque jour... Comment qu'on s'en sort, là? Non, mais ça va avant, plus, je voyais l'avenir comme... Il me reste des opportunités à vivre. Maintenant, il me reste une journée de moins à vivre. Tu passes de l'autre bord. Tu sais, la midlife crisis, c'est pas pour rien qu'on appelle ça de même. C'est parce qu'à un moment donné, tu as passé ton jeune temps. Je ne vais pas me traiter de vieille affaire, mais je sais un peu ce que l'avenir me réserve. Puis je n'ai plus le rêve d'être dans la Ligue nationale de hockey. Ça n'arrivera pas. Donc, tes deuils, t'es fait. Mais j'ai jamais vu vraiment ce rêve-là est mort en 1989, je vais vous avouer, là, à ma deuxième partie de hockey. Ça fait longtemps qu'il est mort. C'est ça. Mais non, totalement. Puis, je suis curieuse de savoir, autre que tes livres à toi, quel livre as-tu lu et recommanderais-tu? Eh boy! Moi, je suis pas comme les autres qui ont « Ah, j'ai lu tous les livres de finances! » Moi, je voulais pas m'influencer. Fait que j'en ai pas lu beaucoup de finances. Ironiquement. J'ai lu « Oui, Paris, je perds pas, vous m'en toutes ces affaires-là. » Mais moi, je dis surtout, j'ai lu des livres qui ont influencé ma réflexion. Je voulais découvrir d'autres mondes, je voulais découvrir d'autres histoires. C'est en lisant l'histoire de d'autres personnes, puis des romans, des fictions, puis que tu te trempes dans des univers de quelqu'un d'autre, puis que tu fermes tes œillères sur tout ce que tu perçois. Et donc, pour moi, exemple, le milieu créatif était un milieu de pelleteur de nuages. Puis aujourd'hui, je me rends compte que la créativité, c'est une des rares choses qui reste de valeur. Oui. Parce que opérationnaliser une tâche, on se fait remplacer par la machine, on se fait remplacer par l'intelligence artificielle, on se fait remplacer par un fichier Excel, par un processus, par un système. Mais être créatif d'une façon ou d'une autre, c'est payant. Donc, j'ai pas un livre à te conseiller, je te dirais plus. C'est ça, tu sais, moi, j'ai bien aimé 1984, mais là, je vais te sortir un livre d'il y a
C'est Ça, c'est le film qui est sorti après? Oui, parce que le livre était bien avant la télévision. Ouais. C'est que ce livre-là est tellement futuriste, c'est tellement marquant pour moi, en me disant, hey, il y a un gars, avant l'invention de la télévision, qui a imaginé notre monde actuel. Il fallait être visionnaire, puis il fallait être pété, là, tu sais. Et le contrôle de l'information, puis l'importance, puis refaire la réalité. C'est un livre très marquant pour moi, mais j'aime beaucoup les livres où les personnes faisaient puis des films où les personnes décrochaient de leur milieu. Exemple, tu sais, Into the Wild, le film où est-ce que le gars, il s'en va pour rentrer à l'université aux États-Unis dans une famille privilégiée, mais dont il déteste les valeurs. Puis il s'en va jusqu'en Alaska à pied, puis il dit pas à ses parents où il est parti, puis je vais pas donner le punch, là, mais il meurt, OK? Mais sa quête est cute dans le film, mais dans la réalité, c'est un peu plus selfish que ça. C'est avec Emile Hirsch. Donc, OK, je connais pas. C'est un film mais de j'écoute plusieurs aucun années. film, là. Mais c'est un film qui était basé sur le fait qu'il y a un livre, tu peux lire le livre, qui est dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui remet en doute le système dans lequel il vit, puis il critique, puis il y a une crise existentielle dans la vingtaine, tu sais, au début vingtaine à peu près, je dirais. Mais j'ai bien aimé ça pour ça. Mais sinon, tu sais, je lis tellement pour le travail, tellement d'affaires techniques, tellement d'articles, que je lis. J'essaie de redécouvrir le plaisir de lire pour le plaisir. Ça, c'est pas facile quand tu lis beaucoup pour le travail. Je suis tout le temps en train de lire, tu sais. Tu passes ta journée à lire, à un moment donné, tu te dis, je peux-tu jouer au ping-pong, tu sais. Oui. Et donc là, je recommence à dire, OK, je prends 2 heures de mon temps pour lire un livre, ce que je faisais moins, puis j'haïssais. Donc, je recommence. Toi, là, je suis en train de lire. Quoi que j'ai commencé? J'ai commencé à... tu vois, j'ai vu le film souvent, mais j'ai jamais lu American Psycho. Fait que là, je vais lire le livre. Donc, c'est un petit... Je connais pas. Mais la fiction, c'est le fun pour se plonger dans Ouais, Claude aime ça. Moi, moi, j'ai beaucoup. Mais moi, je lis jamais dans ma job. Fait que m'asseoir Non. puis pas bouger, ça me fait du bien quand même souvent. Oui, là, c'est ça, mais... justement, tu l'as dit. Mais moi, c'est mon... Tu sais, tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est sortir de mon quotidien, finalement, puis de mon domaine que je connais à 100%. Là. Fait que c'est sûr que quand je lis quelque chose comme ça, ben c'est pour m'éduquer quand je lis souvent. Tu sais, les gens m'ont souvent dit, qu'est-ce que ça te donne d'enseigner? Qu'est-ce que ça te donne d'étudier en journalisme? Puis là, j'aurais dit à l'époque, qu'est-ce que je risque? Parce qu'eux autres voyaient tout le temps, mais là, business, tu sais, de développer ta carrière, devenir vice-président, tu sais. Et moi, je voulais tout le temps faire des affaires champ gauche, champ droit. Pourquoi? Pour être capable de développer d'autres compétences, de m'accomplir ailleurs que dans un seul champ d'expertise. Et finalement, aujourd'hui, quand tu y penses, je fais de la vulgarisation, passer de prof, financière, passer de comptable, taquin un peu, faire un peu d'école d'humour, enseigner devant le monde, parler devant les gens, je fais des conférences. Tu sais, tout ça me nourrit sans que je m'en rende compte. Finalement, tout ça a l'air bien cohérent puis tout bien planifié aujourd'hui, mais... Non, mais ça fait pas de sens. J'ai laissé la vie me parler. Ouais, maintenant que tu le racontes, on voit que justement, t'as laissé la vie guider à travers ton chemin. Puis ça aurait pu ne pas marcher, mais tu sais, j'avais toujours un plan B. Tu sais, j'ai toujours un plan B. Si tu me demandes qu'est-ce que tu fais demain, tu sais, moi, pour vrai, mon premier plan B, si je fais plus rien demain dans ce que je fais, c'est de prendre un bon 6 mois de repos. Vider des placements de 6 mois, là, puis me reposer. Non. À suivre. À suivre. Puis, si tu pouvais manger avec n'importe qui dans le monde, donc tu as un coffee talk, là, qui choisirais-tu et pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Ben oui, hein? Avec qui je déjeunerais? C'est une bonne question. Avec qui j'aimerais déjeuner? Mais moi, tu sais, il y a des gens qui vivent des affaires vraiment... qui veulent des choses. Elon Musk, tu sais. Non, moi, c'est plus... J'aimerais, tu sais... Puis il y a des affaires bien plus accessibles, tu sais. Parler avec un ancien premier ministre du Québec qui est à la retraite, là. Ou parler avec quelqu'un qui a bâti une entreprise puis qui t'explique comment il a vécu ça. J'ai pas ce... Je suis pas fame seeker, donc je n'ai pas le côté gourou puis apôtre, là. J'étais impressionné, certainement, de voir des gens. Je vais te donner un exemple. Maintenant, j'étais à la Place des Arts. Ça fait pas si longtemps, quelques mois. Quelques semaines. Je m'en allais dans le corridor de la Place des Arts, puis c'était un grand corridor noir avec... Puis il n'y a personne. Puis là, il y a un événement médiatique, mais moi, je m'en vais pas par là, je m'en vais au métro, tu sais, je m'en vais à l'auto. Et là, il y a Lucien Bouchard qui s'en vient dans l'autre sens. Puis là, je me dis, hey, je viens de croiser un ancien premier ministre du Québec. Est-ce que tu l'as arrêté? Ben non, parce que moi, je travaille dans les médias, je me fais arrêter sur la rue. Lui, là, il s'en va voir un événement médiatique où justement, il va se faire questionner. Okay. Je l'ai laissé passer. Mais un moment donné, j'étais allé voir un spectacle, puis il y avait Jacques Parizeau dans la salle. Puis quand je suis sorti, je l'ai croisé. Bonjour, M. Parizeau. Je me souviens, j'étais plus jeune vraiment. Puis j'ai dit, aïe, cet homme-là a calculé, peut aider René Lévesque à endetter le Québec à l'époque.
pour qu'on ait aujourd'hui ce qu'on appelle les barrages d'eau électrique Hydro-Québec, puis Robert Bourassa, après ça, quand il a fait les centrales pour une question d'avoir des jobs. Mais les choix de cette époque-là ont changé notre vie actuelle, puis ont forgé ce qu'on est. Pour le mieux? Oui, ben oui, écoute, aujourd'hui, on se vend dans notre hydroélectricité, là. Mm-hmm. À l'époque, là, c'était une guerre. C'était « Ah, tu veux l'hydroélectricité? » Le PQ voulait le nucléaire à un moment donné. Il y a même PQ qui a dit après ça « Ouais, finalement, c'était une erreur. » Mais Robert Bourassa voulait les centrales d'eau électrique pour créer de l'emploi, tu sais, pour aller en partie. Il y avait un côté « Je vais créer 100 000 jobs, on va faire ça. » Mais il fallait mettre ses couilles sur la table. Excusez-moi, c'est très masculiniste. Fallait dire « Hey, je prends cette décision-là au nom des Québécois à long terme. » Fallait voir loin. Même chose, on a beaucoup critiqué les projets d'hydroélectricité. Dans le temps de Pauline Marois, on était en surplus d'énergie. Là, on parle déjà de développer parce qu'on va en manquer. Je trouve qu'il y a des gens qui ont eu de la vision et des gens qui en ont eu moins. Puis je trouve que des fois, on a une vision très court terme ou qu'on a une vision très facile, mais il y a des choix de société qui se font en 1950, 60, 70, qui nous payent aujourd'hui, 50 ans plus tard. Et ces gens-là sont disparus. Mais j'aimerais ça. Ça, c'est le genre d'affaires que j'aime, là, que j'aimerais. Fait que je ne nommerai pas Elon Musk, mais je vais te dire, tu sais, à dîner avec Lucien Bouchard, mettons, c'est quelque chose d'impressionnant. Nonobstant les allégeances politiques, souverainistes ou non, fédéralistes, péquistes, conservateurs, peu importe. Je trouve que les gens qui se donnent à la politique, je les respecte parce qu'ils donnent une partie d'eux contre. Quand tu as vraiment de l'ambition, tu peux aller faire plus d'argent puis avoir plus la paix ailleurs. Totalement. C'est vrai que c'est des gens qui se donnent corps et âme. Toi, c'est-tu quelque chose qui t'appellerait un jour, la politique? Sûrement qu'on te le demande souvent. J'aimerais ça, mais j'aimerais pas ça. Oui. Parce que toute ma vie, c'est de me libérer de tout ça, des contraintes. J'admire les gens qui le font, puis je les respecte. Mais pour changer le politique, il faut que tu ailles dedans. Mais il faut que tu sois d'un gros tête décideur, il faut que tu sois au pouvoir, puis j'ai pas cette patience-là d'attendre d'être élu, d'avoir un poste de ministre. Puis là, c'est trop long. C'est trop lourd maintenant. Là, totalement. Toi, ça vous tente-tu, vous autres, de la politique? Eh boy, moi non. Moi, je trouve que c'est trop... ça met, justement, tu vends quasiment une partie de toi, tu vas te faire critiquer, tu vas jamais combler tout le monde, puis on dirait que j'aspire pas à être dans l'œil du public de cette manière-là, puis c'est très... non. Jean Lapierre m'avait dit à l'époque, il avait dit, tu sais, tu vas en politique quand t'as plus rien, tu sais, t'as rien à perdre ou que t'as tout à donner. C'est-à-dire, dans le fond, au début, t'es jeune, tu y vas, t'as rien à perdre, ou que t'as fait ta carrière puis t'as tout à donner parce que t'as plus besoin de te soucier de rien. Ouais. Mais entre les deux, c'est tellement difficile pour la vie de famille, pour la vie en général. Ben même en ce moment, tu sais, moi, j'ai 2 parents enseignants au primaire, puis moi, j'ai une business, tu sais. Il y a un clash. Il y a un clash politique, là, tu sais, il y a un gros clash, puis en même temps, je me ramène souvent à mes parents, puis il y a mon côté plus socialiste, mais en même temps, il y a mon côté un petit peu plus, tu sais. Tu veux dire que toi, la grève chez vous, ça a été un enjeu de discussion? Non, pas du tout. Moi, je suis d'accord avec eux, mais au contraire, je suis dans un monde de business, de ci, de ça. Mais moi, je viens d'un monde où est-ce que... D'enseignement, tu sais, fait que c'est... Moi, ma mère était pareille. Ma mère était enseignante, puis est devenue directrice d'école, conseillère pédagogique. Mon père était... Il a fait un cours en chimie, après ça, il est allé prof de chimie pas longtemps. Après ça, il est devenu gestionnaire dans le réseau collégial. Mes 2 parents sont issus de la fonction publique ou parapublique. C'est ça. Puis moi, je l'étais un peu quand j'étais prof. Mais moi, j'ai tout vu. J'ai vu travailler 70 heures pour avoir une paye fixe. Puis j'ai vu aussi d'avoir congé comme prof de cégep. Donc, j'ai eu comme des clashs. Tu sais, quand j'étais dans les bureaux comptables, quand je prenais des vacances, je pensais déjà à comment je me mettais en retard dans le job. C'était fou, là. Je peux plus être de même. Je veux plus vivre ça, tu sais. Mais moi, je le vis quand même régulièrement. Mais tu sais, j'ai eu ma première pancarte. Moi, quand j'étais jeune, mes parents ils ont manifesté toute leur vie, là. Ils nous amenaient manifester, là. Toutes les manifestations, on les a faites. Puis, tu sais, puis mes parents sont séparatistes, là. Ma mère a pleuré. Je l'ai vue pleurer pour la première fois quand Pauline Marois a été élue. Elle a été élue, là. Fait que, tu sais... C'est ça, des fois des clashs, mais bref, je pourrais pas me mettre en politique parce qu'il y a trop de dualité en moi. Je sais pas qu'est-ce que je sortirais de ça. Je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a pas un modèle qui convient à tous les citoyens. Fait que c'est ça qui est délicat, c'est qu'il y a un modèle qui te convient mieux, un qui te convient mieux. Il n'y a pas un parti qui va répondre à 100% à ce que tu crois. C'est ça. Donc, tu sais, il y avait un gars qui était dans la politique que j'ai connu qui a dit « Quand tu te lances dans un parti, il faut que tu crois à 80% du discours. Il y a un 20% qui c'est un compromis. » Non, c'est pas fou. Le problème, moi, c'est que le 20% de compromis, il me pèserait lourd. Tu sais, moi, d'avoir une ligne de parti, puis de dire, ouais, vous savez, il faut que je défende ça. Tu sais, comme quand Mélanie Joly avait défendu de ne pas taxer Netflix, je dis, mais pourquoi on ne taxe pas Netflix, mais on taxe quand je prends mon abonnement web à Radio-Can
Puis là, ouais, faut pas nuire au budget des Canadiens. Tu sais, c'était une ligne de parti qui était obligée de tenir, mais qui faisait pas de bon sens. Ouais. Tu sais, donc, mais c'est ça la politique. Tu sais, faut que tu acceptes ça. Exact. Non. Pour conclure, là, on est en début d'année. As-tu un conseil pour vraiment 2024 en tant que tel, avec le contexte socio-économique qu'on connaît présentement? Grosse question. Moi, j'ai tout le temps un conseil. C'est penser à investir avant du reste. C'est facile à dire, mais si tu as les moyens d'investir, puis tu le fais pas, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de le faire, mais c'est à toi que tu vous donnes un cadeau. C'est pas à quelqu'un d'autre. Tout le monde dit « Ah, faut vivre ». Ouais, mais c'est parce que si tu investis aujourd'hui, tu vas faire vivre toi-même. Donc, le toi-même de 30 ans vit avec ce que celui de 20 ans a fait, puis le toi-même de 40 ans vit avec ce que celui de 30 ans a décidé. Et donc, c'est pas se priver d'investir, c'est de se donner à soi-même. Donc, quand tu as tout le temps cette mentalité-là, chaque fois que je place un 2000, je me dis « Ah, je viens de placer un 2000 pour mes enfants, pour moi, pas pour la retraite. C'est peut-être pour pas payer un voyage dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, c'est aussi pour moi-même au très court terme. Donc, je voudrais qu'on arrête de parler des finances comme la retraite. Enlevez ce mot-là. Là. Faites juste dire l'avenir. L'avenir en 3 syllabes. L'avenir. Okay? Voilà. J'adore. Ben, merci infiniment de ton passage aujourd'hui. On souhaite une belle journée, puis on a hâte de voir les futurs projets de Pierre-Yves McSween. Merci. Puis un autre conseil, quand vous commencez un podcast, peut-être pas boire un café avant. Non, c'est très désatteignant. Ça déshydrate. J'avais pas pensé. Ben, bonne journée sur ça. Merci. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.